Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à tous et toutes d'être si nombreux. Nous allons commencer avec la prise de parole de Geneviève Crespo, la présidente de l'École pratique de service social. Bonsoir à tous. J'interviens au nom de Sophie Tessot, qui est la directrice générale de l'EPSS, qui malheureusement est dans son lit et bien triste de l'être. Elle aurait aimé être parmi vous pour introduire, pas tant que ça, la conférence de ce soir, mais surtout ce cycle, en vous redisant que bien sûr nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux au sein du campus pour participer au premier jeudi de l'EPSS de 2024, en sachant que ça fait 20 ans qu'il y a des jeudis de l'EPSS et qu'on le fêtera cette année. Pour ceux qui nous connaissent peu, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle, mais je vais quand même faire quelques mots de présentation de l'EPSS, donc l'École pratique de service social, qui est un établissement de formation de travail social qui a été fondé il y a plus de 110 ans, et qui jouit d'une longévité assez exceptionnelle, comme vous le voyez. Au départ, l'EPSS s'implante sur Paris, dans le 6e arrondissement, boulevard de Montparnasse, où se trouve encore notre siège et un certain nombre d'activités. Et dans les années 90, il y a une opportunité qui s'est présentée de pouvoir se développer dans le Val d'Oise. C'est ainsi que nous nous sommes installés à Cergy et que nous sommes devenus un des acteurs majeurs du territoire en matière de formation au travail social. Aujourd'hui, ce sont environ 1200 étudiants par an qui sont formés ici, dans une douzaine de filières, des niveaux infra-bac au master. Le PSS développe aussi une offre de formation continue à destination des professionnels et des partenaires de proximité, ici dans le Val d'Oise, mais aussi pour toute l'Île-de-France. Quelque chose qui est à noter et qui est vraiment particulier à l'EPSS, c'est que l'EPSS est depuis 4 ans un établissement composante de l'Université de Cergy, Paris Université, situation qui est assez enviée par beaucoup de nos collègues. Ce choix nous permet d'affirmer fortement notre volonté d'être un établissement de formation supérieure, en même temps en intégrant toute la filière de l'infra-bac au post-bac, et de faire de la recherche une dimension intégrée à tous les cursus professionnalisants. Aujourd'hui, dans ce contexte mouvementé que vit notre secteur professionnel, il nous paraît important que les étudiants puissent exercer leur pensée, aillent tester des hypothèses et s'appuient sur des savoirs théoriques et pratiques pour mieux faire face à la complexité qu'ils vont rencontrer dans l'exercice de leur pratique professionnelle. Notre souhait est de pouvoir créer ici à l'EPSS, dans ce bel auditorium, un lieu de rencontre et de partage de la pensée entre les étudiants, les formateurs, les professionnels de terrain et tous les citoyens qui se sentent concernés par les grandes questions de notre société qui irriguent le quotidien des travailleurs sociaux. C'est le sens de ces jeudis de l'EPSS, apprendre, débattre et venir se nourrir de la pensée des autres pour construire du commun. C'est donc un symbole de l'ouverture de notre école et de notre premier devoir, être en prise directe avec ce qui traverse la société, ce qui transforme notre secteur et qui permet d'imaginer ce que seront les travailleurs sociaux de demain, afin que nous puissions accompagner les étudiants au plus juste des problématiques qui interrogent aujourd'hui notre société. Le sujet de ce soir est évidemment le reflet de cette connexion à l'actualité, puisque nous allons réfléchir ensemble sur la loi dite loi immigration, adoptée très récemment et largement redimensionnée suite à son passage devant le Conseil constitutionnel le 25 janvier dernier. Pour nous aider à mieux comprendre cette loi et ses conséquences directes pour les personnes migrantes et donc pour les professionnels qui les accompagnent, tant sur les aspects légaux que les aspects éthiques. Nous avons la chance d'accueillir ce soir Christophe Dadouche en tant que président du Justi, qui est le groupe d'information et de soutien aux immigrés, mais qui aussi a d'autres qualités, en particulier celui d'être formateur dans les écoles de travail social, dans plusieurs écoles de travail social, et juriste. Je vais donc lui céder la parole en précisant que nous ferons circuler ensuite la parole pour vous permettre de réagir et poser des questions à Christophe. Un dernier message pour vous dire qu'à l'issue de cet échange, nous vous proposons un pot devant l'auditorium afin de continuer le débat de manière plus informelle. Et la prochaine rencontre des jeudis de l'EPSS aura lieu le 4 avril. Nous vous adresserons une communication pour vous permettre de vous inscrire très prochainement. Je vous souhaite une bonne conférence, que je ne doute pas qu'elle soit bonne, et merci pour votre attention. Bien, bonsoir. Merci Madame la Présidente. Alors d'abord, merci de m'avoir
d'avoir accepté ma proposition. Il y a quelques semaines, je suis allé voir Laurent, lui disant ça serait bien qu'on ait un temps de discussion sur ce sujet-là. Je fais un peu le tour de France pour parler de ce sujet-là, et je me suis dit autant le faire à domicile, hein, les buts compte double à domicile, et pouvoir aborder ce sujet-là dans l'école où j'enseigne le plus. Ça me semblait la moindre des choses pour plein de raisons, y compris en raison des valeurs qui animent cette école et qui sont sur le fronton de l'école, et il me semblait que ça valait le coup de... Merci également d'avoir accepté que j'intervienne pour une fois avec une double casquette. Ma vie est assez schizophrénique parce que la journée, je suis un formateur d'une neutralité absolue, et après 17h30, s'il vous plaît, la présidente est là. Et après 17h30, je prends une casquette militante, président du GISTI, coprésident du GISTI, et donc c'est assez rare pour moi de pouvoir parler à ces deux places, donc à la fois d'un militant et en même temps d'un formateur, donc je passerai de l'un à l'autre de ces registres. Enfin, merci à tous ceux et celles qui sont venus, je vois plein de gens, des anciens, etc. J'ai pendant 5 minutes cru que c'était mon pot de départ. Ce qui m'a fait comprendre que ça ne l'était pas, c'est que vous êtes venus les mains vides. Mais sincèrement, tous ceux qui m'ont dit « Ah, on est venu, ça fait longtemps, on est content de te voir, etc. » J'ai cru vraiment que c'était soit mon enterrement, soit mon pot de départ. Donc, vous avez un petit peu de temps avec la réforme des retraites. Je ne suis pas encore... vous serez réinvité pour un autre sujet, croyez-moi. Voilà, alors peut-être un petit mot sur le GISTI. C'est une association qui a 50 ans maintenant. On fête cette année nos 50 ans. Qui s'est créée en 73 quand les ministres de l'époque, Marcellin et Fontanet, ça ne parle peut-être pas aux plus jeunes, avaient décidé d'interdire le regroupement familial. Bloquer les venues des familles. Ça, c'est un vieux fantasme qu'on a depuis 50 ans. On voudrait avoir la main-d'œuvre, si possible célibataire et castrée, et pas se récupérer la famille. Et mon association s'est créée à l'époque, les juristes qui l'ont créée avec des travailleurs sociaux de Nanterre à l'époque, ont dit on ne peut pas avoir des étrangers qui viennent sans qu'ils puissent être rejoints par leur famille. Et donc depuis 50 ans, on suit l'actualité législative, on se bat de loi en loi. Bon. Et je dois dire là qu'on a atteint des sommets sur cette loi parce que depuis 50 ans, on a vu des lois qui avaient toujours un volet répressif, dur, et puis souvent un volet soft, qui faisait passer plus ou moins le volet dur. La loi Sarkozy, par exemple, était une loi extrêmement sévère, mais il y avait l'abolition de la double peine. Et pour faire passer... Bon. Et là, j'attends toujours, dans la loi dont on va parler, le volet soft, parce que c'est soit très dur, soit dur. Et donc, je disais l'autre jour que Sarkozy m'avait fait regretter Pasqua, je ne l'aurais pas cru, mais Darmanin m'a fait regretter Sarkozy. Et ça, pour moi, c'est une grande nouvelle. Alors, avant de rentrer dans le contenu du texte, je voudrais revenir sur le contexte idéologique, les postulats idéologiques. On en a identifié une dizaine qui fondent depuis des mois la discussion sur ce texte. Et si on veut réfléchir au texte, c'est important de voir le contexte et qu'est-ce qui idéologiquement sous-tend cette législation. D'abord, premier argument qu'on entend depuis des années, on ne peut pas accueillir la misère du monde. Alors je vous invite, je ne vais pas le faire ici, il y a un petit bouquin qui coûte 5 € de Pierre Thévagnan, qui est un bijou. Il a repris dans le détail cette phrase, en analysant le « on », c'est qui le « on » ? Ne peut pas, ne veut pas ou ne peut pas ? La misère du monde. Je ne vais pas ici détailler, mais cette phrase que tout le monde assène sans y réfléchir, on a vu par exemple que quand ils sont blancs ukrainiens, d'un seul coup, c'est possible d'accueillir du jour au lendemain des gens, trouver des structures d'accueil, etc., sans aucune difficulté. Hein, comme quoi, quand on veut, on peut. Deuxième... Au passage, la misère du monde, elle est plus accueillie par les pays miséreux que par les nôtres. Si vous regardez les déplacements de population, c'est beaucoup plus dans les pays voisins des pays en guerre ou autres que ceux qui accueillent le plus. Ce ne sont pas, évidemment, les pays qui se sont bunkerisés. Deuxième postulat, l'idée que des gens viennent en France pour les droits sociaux et que si on venait à restreindre les droits sociaux,
ils viendraient moins, voire même, ils repartiraient. Alors j'ai fait l'autre jour une petite conférence à Gennevilliers, et c'était que des migrants. Je leur ai demandé qui est venu pour l'APL parmi vous? Personne. Qui est venu pour la CAF? Personne. Et les gens m'ont dit, bah non, nous on est venus pour travailler, fonder une famille. Et vivent de manière extrêmement humiliante ce discours permanent qui laisserait supposer que les gens, les droits sociaux seraient un élément déclencheur du processus migratoire. Qu'il y ait des effets d'aubaine. Vous venez dans un pays, il y a des droits, vous demandez les droits. Mais jamais ça a été un processus migratoire, les droits sociaux. Je disais à des étudiants de l'IRTS Parmentier, le lendemain de l'entrée en vigueur de la loi, ça serait amusant, il faudra amener une caméra de CNews, bon, pas sûr qu'ils veuillent. Et on va le lendemain de l'entrée en vigueur de la loi à Orly pour voir si des gens sont partis, puisque la loi Darmanin est rentrée en vigueur, et que maintenant, ça y est, il y a un durcissement, et allons sonder les gens à l'aéroport d'Orly, ça y est, vous quittez la France, on vient de durcir. Non. Soyons sérieux, les gens migrent pour plein de raisons. Alors, il y a la migration de guerre, économique, climatique. Il y a une sacrée responsabilité collective sur la question climatique. Il y a mille et une raisons de migration. Un jour, j'ai interrogé un mineur isolé et je lui dis « T'es venu en France, pourquoi ?» Il me dit « Pour les gazelles. » Alors, j'ai compris que les gazelles, ce n'était pas le zoo de Vincennes dont il me parlait, c'était... Elle me dit « Ici, il y a les filles, hein. » Alors, il était pris en charge par l'ASE. Je lui ai dit, quand tu vas demander un contrat jeune majeur, il va falloir que tu trouves une autre motivation. Parce que sauf à tomber sur un éducateur qui a le sens de l'amour, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc l'idée que les gens viennent en France pour des droits sociaux, c'est quelque chose de très choquant pour les gens eux-mêmes de s'entendre dire en permanence, vous êtes venus pour ça, et si on vous les retire, vous allez partir. Alors on connaît cette musique. Vous savez, à l'époque, Édith Cresson, qui avait retiré le droit au travail des demandeurs d'asile, elle avait dit... S'il y a autant de demandeurs d'asile, c'est qu'on leur donne trop de droits. Donc vous allez voir, on va retirer le droit au travail des demandeurs d'asile et il y aura moins de demandeurs d'asile. Bah, vous savez quoi, ça ne saute pas aux yeux. Hein. Simplement, ils sont un peu plus en galère. Et puis on a entendu la même musique sur les mineurs isolés. On est trop généreux, on les accueille trop bien. Si on durcit leurs droits, ils seront moins nombreux. Ça ne saute pas aux yeux non plus. Ça met juste les gens dans des difficultés particulières, mais ça ne diminue pas les venus, pas plus que ça mobilise des départs. Troisième petite musique, présupposée idéologique. Alors là, c'est quand même le sommet, on l'a entendu, y compris de la bouche du chef d'État, 80% des Français seraient hostiles à l'immigration. Et donc, il est important d'écouter la voix du peuple sur le sujet. Je ne sais pas, il y a 2 ans, il n'y avait pas un débat sur la réforme des retraites où on avait 80% des gens qui étaient hostiles à la réforme des retraites? Bah, il me semble que ça n'a pas fondé la politique publique. L'argument selon lequel l'opinion majoritaire... Alors d'abord, en plus, relisons Bourdieu. C'est quoi l'opinion publique? Je ne sais pas, 80% des gens à CNews ou chez Hanouna. Qui on a interrogé? Quelle est la question qui a été posée? Donc on devrait faire une politique publique parce que les gens n'en peuvent plus de tous ces étrangers et donc ils seraient 80% à attendre avec impatience la loi Darmanin pour pouvoir... Autre postulat, c'est des raccourcis, vous les avez entendus pendant tout le débat parlementaire, délinquance, criminalité, immigration. Et ça, il y a au moins 10 articles qui font en permanence des raccourcis entre la délinquance, la criminalité, l'immigration, le terrorisme. Alors en plus, si ça tombe dans ces périodes-là, on en remet une couche là-dessus. Évidemment, je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais c'est pas sérieux. Autre argument, autre postulat, la fraude des étrangers serait excessive et que du coup, il faudrait absolument durcir. Alors, quand on lit le texte, il y a les faux mariages, les faux demandeurs d'asile, les faux mineurs isolés, les fausses reconnaissances d'enfants. Il n'y a que des faux. Il y en a, je ne suis pas naïf, simplement, est-ce que parce qu'il y a un petit pourcentage de fraudeurs, on porte atteinte aux droits de tous? Ça, c'est dangereux, pas simplement pour les étrangers, parce que des bénéficiaires du RSA
On vous fait des reportages entiers en vacances au Club Med avec sa thune du RSA. Bah, supprimons le RSA et on peut faire la liste des droits sociaux où il y aura toujours le petit pourcentage. Et de toute façon, si on voulait qu'il n'y ait pas de fraude, on devrait mettre en place des systèmes de contrôle tels que la société ne supporterait pas. Donc on doit accepter qu'il y ait un pourcentage et ne remettons pas en cause l'aide médicale État, CMU et le droit des mineurs isolés du fait que si vous prenez les mineurs isolés, il y a des faux mineurs. La question qui est assez simple à se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux accueillir des majeurs dans des structures de protection d'enfance ou laisser des gamins dehors en se disant ils sont tous, a priori, des faux. Également, autre postulat idéologique, ça c'était vraiment le truc le plus radical et le plus d'extrême droite, c'est une vieille lubie, c'est la question du droit du sol, qui a été voté. Après, je vais expliquer ce que le Conseil constitutionnel a invalidé. Bon. L'idée que quand on est enfant de parents étrangers, nés ici, on ne serait pas des vrais Français. Et qu'il faudrait faire la demande justifiée de ne pas avoir casier judiciaire, etc. Donc, enfants qui ont fait toute leur vie ici ne sont pas a priori des vrais Français. Par contre, vous êtes Français et vous installez avec un Français en Australie, votre enfant sera Français, puis son petit-fils sera Français, et puis on peut avoir des générations entières qui ne foutront pas le pied sur le sol français et qui vont rester français sans mettre le pied sur le sol français, sans que la question de leur adhésion aux valeurs, sans ceci ou cela, ça ne se pose pas pour eux, et ça se pose pour des gamins qui sont nés ici, qui ont fait leur scolarité ici. Ce que je dis là, vous prenez, je ne sais pas si vous vous rappelez quand Balladur était Premier ministre. Balladur, c'était une famille de Turcs français installés en Turquie, à Izmir, depuis 500 ans. Et puis un jour, ils sont revenus et ils étaient tous restés français. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ils avaient, pendant 500 ans, pas mis les pieds sur le sol français. Personne est venu dire « Attendez, désolé, vous ne l'êtes pas ». Autre argument, autre postulat idéologique, il y aurait des étrangers, par définition, inassimilables. Et on va voir tous les dispositifs sur l'intégration sous contrainte parce qu'ils ne font pas les efforts. Ça aussi, c'est une vieille musique sur l'inassimilation de certaines catégories d'étrangers. J'avais écrit il y a quelques années, quand Manuel Valls avait dit la même chose sur les Roms. Il avait dit ces gens-là ne peuvent pas s'assimiler. J'avais publié une tribune à l'époque qui s'appelait « Conseil de lecture à Manuel Valls ». C'était pas méchant, c'était juste une bibliographie. Il disait, si vous avez le temps entre deux conseils des ministres, lisez les ouvrages sur les Rital, Trocato. À l'époque, on sépare l'Église et l'État, ils nous font chier avec leur bondieuserie, etc. Les Polacs, inassimilables. Les Juifs, inassimilables. On a toujours dit, surtout des derniers arrivés, que cela, c'est impossible. Tous les historiens, et quelles que soient les origines, le pire, c'est d'ailleurs quand c'est dit par les étrangers eux-mêmes, en disant cela, nous au moins, quand il y avait l'église Saint-Bernard en 96, donc il y avait plein de Maliens, Sénégalais, c'était un peu de bordel, un peu de tam-tam, etc. Et puis il y a une femme espagnole qui descend et qui dit « Bon, vous arrêtez votre bamboula, là, les amis, nous, quand on est venu en France... Et un monsieur malien lui dit « Madame, sans aucune agressivité, pourquoi le dernier qui est arrivé veut toujours fermer la porte derrière lui ? T'es rentré, laisse ouvert. » Voilà, donc ça c'est assez fatigant d'entendre, et il y a des livres d'histoire, d'entendre qu'il y aurait parmi ces migrants-là, en plus la religion des personnes, évidemment, les rendrait particulièrement moins assimilables. Enfin, pour finir, et avant de rentrer un peu dans le dur et sur le texte, il y a une idée forte et qu'on entend en permanence. Il y aurait d'un côté le réalisme et de l'autre côté l'humanisme. Alors quand on est du côté de l'humanisme ou des droits de l'homme, on serait naïf, bien pensant. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont au pouvoir, qui seraient sur le principe de réalité. Sur les frontons de l'école, là-haut, c'est marqué humanisme. Et c'est bien. Moi, j'en suis assez fier qu'on marque humanisme. Ce n'est pas péjoratif, humaniste, mais ça fait quand même pour certains un peu beatnik, un peu has-been, parce qu'il faut être sur le principe de réalité. Excusez-moi de le dire en ces termes. Ça fait 50 ans qu'on restreint les droits des étrangers.
en termes d'efficacité, je ne sais pas si, sincèrement, le réalisme n'est pas plutôt du côté de ceux qui disent tout ça pour quel résultat? Quel résultat? Alors, si on rentre maintenant un peu dans le texte, je voudrais dire que cette loi s'inscrit dans une certaine forme de continuité sur un certain nombre de points, parce que, évidemment, elle est très critiquable sur plein de points, mais elle s'inscrit dans un continuum important. D'abord, la précarisation du droit au séjour, ce n'est pas simplement la loi Darmanin. Moi, j'ai connu le temps, et certains s'en rappellent, il y avait un très grand ministre de l'Intérieur qui, d'ailleurs, j'étais très content, très fier un jour de le rencontrer à l'EPSS, Pierre Jox, qui avait créé la carte de résident. À l'époque, on disait, on va créer une carte de 10 ans pour que les gens, dès qu'ils viennent, puissent s'intégrer avec une carte stable. Et depuis, on a cessé, de loi en loi, de restreindre les cartes de 10 ans en mettant des cartes de plus en plus précaires. Alors la loi Darmanin en remet une couche sur la précarisation des titres, mais ce n'est pas nouveau. Et on en est à se rebattre pour qu'on revienne à ce qu'on a connu à l'époque. Madame, elle venait rejoindre son mari par le regroupement familial, elle avait directement une carte de 10 ans. Aujourd'hui, elle se retrouve avec une carte précaire d'1 an, renouvelable sous certaines conditions. Il faut qu'elle prenne un rendez-vous en préfecture sur des sites qui s'appellent Démarches simplifiées. Je voudrais rendre hommage à celui qui a trouvé le nom. On devrait lui remettre la Légion d'honneur à ce mec qui a créé le site qui s'appelle Démarches simplifiées. Vraiment, chapeau. Et donc on a des gens qui passent la moitié de l'année avec des titres précaires. Il y a un monsieur algérien, l'autre jour, il m'a dit, je suis allé en préfecture, ils m'ont donné un laissez-pisser. Je lui ai dit, au moins, ils se soucient de votre vessie. Mais c'est un truc qui rend les gens fous, ces titres précaires. Comment vous voulez, vous, travailleurs sociaux, permettre l'intégration sociale de quelqu'un avec un titre qui va finir dans quelques mois? Quel employeur va lui faire signer un CDI? Quel propriétaire va lui louer un appartement avec un titre dont on ne sait pas s'il va être renouvelé? Quelle banque va lui prêter de l'argent avec un titre précaire? Donc on a déconstruit la carte de 10 ans, et l'un des grands combats, c'est de revenir à ce titre-là, qui avait été créé quand la gauche était de gauche. Je dis ça parce que Hollande n'est jamais revenu sur le titre, et Valls a participé de la précarisation de ces titres-là. Et donc vous le voyez bien, à part les réfugiés statutaires, c'est les seuls qui ont directement 10 ans. Pourquoi? Pas parce qu'on les a oubliés, mais parce qu'ils relèvent d'un texte international. Sans ça, on leur aurait donné eux aussi une carte précaire. Mais eux, ils sont intouchables, c'est la Convention de Genève. C'est la Convention de Genève. Tous les autres, c'est tu vas galérer avec des titres précaires. Alors avec en plus le racket des taxes de séjour chaque année, 250, 260 chaque année. Putain, moi, quand je renouvelle mon passeport à 80 € tous les 10 piges, je fais la gueule. Mais si j'étais étranger... Donc précarisation du droit au séjour, ça c'est malheureusement depuis maintenant presque plus de 20 ans à feu doux, des titres de plus en plus courts. Et par exemple l'immigration de travail qui est une disposition de la loi, c'est des titres hyper précaires dont le renouvellement est extrêmement conditionné. Moi je rigole parce que je discute avec des amis tunisiens, ils disent... Au Canada, si on est bardé de diplôme, il nous donne la nationalité française. Darmanin, il veut nous donner une carte d'1 an sans faire venir la famille. Tu fais quoi? Même sur cette immigration choisie de métiers sous tension, qui va venir en France avec un titre aussi court, dont le renouvellement est aussi conditionné? Donc première continuité, précarisation des titres. Deuxième problématique continue, je le disais, c'est la question de la dématérialisation des démarches. Il n'y a pas un travailleur social ici en accompagnement qui n'a pas été confronté à la difficulté pour les personnes depuis des années des prises de rendez-vous. Je ne vais pas le reprendre là, c'est vraiment le cauchemar pour plein de travailleurs sociaux qui ont tous maintenant sur leur petit carnet, leur agenda, l'adresse email de la personne parce qu'elle perd l'adresse email et tous les jours sont en train d'essayer de regarder si elle n'a pas eu dans la nuit un petit rendez-vous qui lui a été accordé en préfecture. Ce qui est également continu, c'est la restriction des droits sociaux des étrangers de loi en loi, et pas simplement la loi Darmanin. D'abord, revenons à l'aide médicale État. Je voudrais que vous ayez en tête qu'il y a une critique de gauche de l'AME.
Il y a une critique très à droite de l'AME, mais en 99, quand l'aide médicale État a été créée, en même temps que la CMU, on était un certain nombre à dire créons un dispositif de droit commun. Si le U d'universel a un sens, que toute personne qui vit en France, avec ou sans papier, soit sur le même dispositif. Martine Aubry, à l'époque, a créé un statut bis, qui est la Sécu des sans-papiers. Et ce qu'on craignait, ces produits, c'est que si on les isole du droit commun, après c'est facile de leur tomber dessus, alors que s'ils avaient été fondus dans un dispositif universel, le U de CMU et ensuite le U de Puma, c'est normalement universel. Et j'ai toujours pas compris pourquoi on a mis de côté, avec un statut complètement dérogatoire, qui ensuite est beaucoup plus facile à restreindre. Et tous ceux qui travaillent sur l'aide médicale État ont vu ensuite complètement décousu l'aide médicale État. Et je ne vais pas vous faire ici la liste des 10 durcissements avant même les réformes récentes de l'aide médicale État, sur le délai d'ouverture, sur les justificatifs, sur ceci ou cela, à feu doux, sur le panier de soins qui a été restreint progressivement à l'intérieur de l'aide médicale État, en retirant tel soin, tel soin, tel soin, tel soin. Donc voilà, je disais l'aide médicale État, il y a une critique, vous allez sur le site de Médecins du Monde critique l'aide médicale État, pas pour la même raison que Zemmour critique l'aide médicale État, simplement en disant on a fait une connerie en créant un statut bis, l'universalisme devrait normalement... Le RSA, la règle des 5 ans, c'est quand même un vrai problème. L'idée que pour un étranger, il faille attendre 5 ans. Là, en fait, la loi Darmanin voulait aligner sur la règle des 5 ans sur les droits sociaux, mais nous, on s'est battu pendant des années contre cette règle des 5 ans en disant elle n'est pas normale. Et on craignait qu'un jour, on dise si c'est valable pour le RSA, qu'est-ce qui empêcherait que ça le soit pour d'autres? Et ça a été l'argument du gouvernement en disant si on le fait pour le RSA, on peut le faire pour la CAF, la H, l'APL, etc. L'ASPA, minimum vieillesse, durcissement, 10 ans de résidence régulière sur le sol français. Et c'est passé complètement inaperçu dans la réforme des retraites. Dans la réforme des retraites, une disposition absolument scandaleuse. Les bénéficiaires de l'ASPA, ils avaient jusqu'alors, pour pouvoir conserver leur ASPA, à ne pas passer plus de 6 mois au pays par an. La réforme des retraites, maintenant, c'est pas plus de 3 mois par an au pays. Vous entendez ce que je dis là? Donc des petits vieux qui ont fait toute leur vie ici n'ont pas le droit de passer plus de 3 mois au pays sous peine de perdre le minimum vieillesse. 3 mois par an. Un Français peut s'installer où il veut sans que machin. Cet étranger ne peut pas passer plus de 3 mois, des grandes vacances dans son pays, et après... Et vous savez ce qu'ils ont mis comme disposition pour contrôler les allers-retours? Un accès par les caisses qui gèrent l'ASPA au PNR. PNR, c'est le fichier des transporteurs aériens. Pour vérifier les allers-retours de ces personnes âgées migrantes, voir si elles n'ont pas passé trop de temps dans leur pays pour leur supprimer cette prestation de personnes âgées. Bon, il m'est arrivé d'ailleurs de dire à des vieux qui sont là depuis des années, prenez la nationalité française et après vous retournerez au pays, personne ne vous emmerdera. Mais si vous avez malheureusement la nationalité étrangère, il y a un contrôle strict de vos allées et venues, pas plus de 3 mois dans votre propre pays, sous peine de suppression de. Plus récemment, on a créé des droits sociaux dont on pouvait espérer qu'ils soient universels et malheureusement, ils ne l'ont pas été. Je vais prendre un exemple. Vous avez entendu parler de l'aide dite universelle pour les victimes de violences conjugales. Universelle, sauf si tu n'as pas de titre de séjour. Ça, c'est le décret qui a été pris il y a quelques semaines. C'est-à-dire que les victimes de violences conjugales en situation irrégulière ne sont pas éligibles à cette aide dite universelle. Ce n'est pas la loi Darmanin, ça. Ce n'est pas la loi Darmanin qui exige un titre de séjour pour le service civique. Ce n'est pas la loi Darmanin qui exige un titre de séjour pour le contrat d'engagement jeune. Plein de dispositifs qui, au fil de l'eau, ont été créés et à chaque fois, titre de séjour en cours de validité, titre de séjour en cours de validité. Enfin, et avant qu'on rentre vraiment sur, donc je disais sur les aspects là, de continuité, avant de rentrer sur d'autres aspects, la préférence nationale qui a été largement évoquée dans le débat parlementaire, elle s'exprime depuis 1936 en France, sur l'accès aux emplois publics.
les emplois publics, il faut être français. 7 millions d'emplois réservés aux Français. Les 3 fonctions publiques, RATP, SNCF, La Poste. Je parle, y compris pour être femme de ménage dans l'école maternelle, il faut être français. Alors que si c'est une boîte privée qui fait le ménage dans l'école maternelle, pas de souci. Pour être facteur, il faut être français. Par contre, si vous êtes à Chronopost, pas de problème si vous êtes étranger. Donc depuis des années, on a un certain nombre à se battre pour que les emplois publics, ils ont bien été ouverts aux Européens, puissent être ouverts à tout étranger en situation légale, sauf les métiers régaliens, que ce soit des hauts postes, mais il y a 100 000 métiers régaliens. À la Banque de France, avant d'avoir au commissariat de l'énergie atomique un Algérien, pas sûr que ça passe, mais sur des postes assez basiques. Vous voyez l'hypocrisie dans les hôpitaux ou dans les établissements scolaires, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ne pourront jamais être titularisés, par contre qui font le taf dans les hôpitaux et dans les écoles. Tu ne peux pas être fonctionnaire parce que tu n'es pas français, par contre tu peux bosser, il n'y a pas de souci, et avec un statut beaucoup plus précaire. Si vous avez 7 millions d'emplois qui vous sont fermés du fait de votre nationalité, bah ça vous surexpose un peu plus à un risque de chômage que d'autres personnes. 7 millions d'emplois. Je prenais cet exemple sur la préférence nationale. Et pour finir sur cette préférence nationale, dire qu'il y a eu quand même 2-3 épisodes très inquiétants. Parce qu'alors, la France était assez à l'abri de violences physiques à l'égard de migrants du fait de leurs origines. Mais Saint-Brévin doit marquer quand même un tournant. Saint-Brévin, c'est la création d'un CADA, un maire, que pas du tout un maire d'extrême gauche, qui dit une structure d'accueil de mineurs, de demandeurs d'asile, excusez-moi. On va en créer un, et il a eu des niveaux de violence à son égard et au niveau d'eux, qui nous fait penser vraiment à des choses très, très préoccupantes. Au moment où je vous parle, à Mayotte, on a des milices mahoraises qui bloquent les préfectures, qui bloquent la PMI et qui disent les Comoriens, vous dégagez de chez nous. Et on s'attend à ce que peut-être le ministère de l'Intérieur vienne déloger ces milices qui empêchent les étrangers de faire leur démarche. Ça fait des semaines que les étrangers ne peuvent pas accéder à la PMI, ne peuvent pas accéder à l'hôpital de Mamoudzou, parce que des milices armés ont décidé d'empêcher ces étrangers d'accéder à des structures. Donc la préférence nationale, ce n'est pas que des discours, c'est parfois des actes violents à l'égard d'un certain nombre de migrants. J'aurais pu rajouter le directeur général d'une grande association au Puy-en-Velay qui a livré en pâture 17 noms de familles en situation irrégulière au préfet. Heureusement, 400 salariés se sont mobilisés pour qu'ils quittent cet établissement. Directeur général d'une grande association qui donne des noms de sans-papiers au préfet, c'est quand même très très inquiétant de la part du directeur d'une structure sociale. Alors, ayant posé ça, je voudrais revenir sur la décision du Conseil constitutionnel. Maintenant, contrairement à ce qui a été dit, et malheureusement c'est plus compliqué que ça, le Conseil constitutionnel a invalidé seulement 3 dispositions sur le fond, et on a invalidé 36 sur des problèmes de procédure législative. Je ne vais pas vous faire un cours de droit constit, mais ce que le Conseil constitutionnel a dit, ce n'est pas que la préférence nationale est contraire à la Constitution, que ceci ou cela, c'est hors sujet. Ce n'est pas rattaché ce qu'on appelle les cavaliers législatifs au sujet du texte initial. Donc il ne s'est pas prononcé sur le contenu d'un certain nombre de dispositions que je vais reprendre là, simplement a dit que ce n'était pas la bonne occasion et pas le bon texte pour faire voter ces dispositions. Donc il ne faut surtout pas crier victoire. Ça m'a un peu agacé de lire certains communiqués, y compris de grandes fédérations dans le champ du social, où on dit le Conseil constitutionnel a invalidé la préférence nationale. Certainement pas. Certainement pas. Et vous avez beaucoup de députés qui l'ont bien compris et qui, justement, depuis une semaine, reviennent à la charge en disant on veut redéposer un projet de texte, puisque le Conseil constitutionnel n'a pas invalidé sur le fond un projet de texte qui soit conforme en termes procéduraux. Qu'est-ce qu'il a invalidé sur ces aspects procéduraux? Durcissement du regroupement familial, disposition emblématique, je ne le détaille pas, mais on va le voir réapparaître. Là, ce que je vous lis, c'est tout ce qui est pour l'instant enterré du fait d'un vice de procédure législative,
mais qui va ressurgir certainement dans les semaines qui viennent, puisque ce n'est que sur des aspects procéduraux. Durcissement du regroupement familial, durcissement du statut des étudiants étrangers, avec l'obligation pour eux de laisser une caution, et par ailleurs, augmentation des coûts d'inscription. Pour l'instant, c'est suspendu, mais ça peut réapparaître. Durcissement des conditions de régularisation des étrangers malades, avec un durcissement sans précédent qui risque de réapparaître. Durcissement sur les délivrances de cartes de séjour pour les parents d'enfants français, avec un contrôle drastique sur la reconnaissance et l'exercice de la fonction parentale, ainsi que durcissement sur le contrôle des mariages des étrangers. Une disposition qui était la disposition emblématique, alors c'est difficile de dire du mal de la région Île-de-France, surtout dans des locaux, bon. Mais la présidente de la région, on l'a fait condamner il y a quelques années sur la question de la gratuité du pass Navigo pour les migrants en situation illégale. Ça peut sembler technique, mais Huchon avait autorisé à ce que les personnes en deçà des minima sociaux puissent bénéficier de la gratuité des transports pass Navigo. Et quand Pécresse est arrivée à la région, on l'a dit, pas les gens sans titre de séjour. Des associations ont attaqué, ont fait condamner. Et des gens ont pu obtenir, même a posteriori, rétroactivement, sur les transports en question. Bon. Et donc, il y a une disposition qu'elle avait fait voter via Retailleau pour que dans la loi, mais tenez-vous bien, c'est l'article 17 de la loi, pour que dans la loi, on pose le principe que le pass Navigo n'est pas accessible aux étrangers en situation illégale. Franchement, c'est sérieux. Disposition législative sur le pass Navigo Île-de-France. Là, c'est du harcèlement. Le droit de la nationalité, le fameux droit du sol, l'exigence pour les jeunes nés ici de faire une demande à 18 ans, ne pas avoir de casier judiciaire, le Conseil constitutionnel ne l'a pas invalidé sur le fond, mais a dit que ce n'est pas la bonne occasion. La question de l'accès à l'hébergement d'urgence pour les irréguliers, CHU, etc., pas de titre de séjour. La question de l'universalisme de l'accès à l'hébergement d'urgence, qui est un des grands principes de nos droits de l'action sociale, accueil inconditionnel, la disposition législative qui disait plus d'accueil inconditionnel, le Conseil constitutionnel ne l'a pas invalidé sur le fond. La règle des 5 ans sur le droit au logement, DALO, APA, prestation familiale, le Conseil constitutionnel, cette préférence nationale, ne s'est pas exprimé non plus dessus, mais a dit « revoyez votre copie ». Je pourrais en lister d'autres, mais je voulais simplement à ce stade-là dire c'est pas complètement fini cette affaire-là. Il faut vraiment ne pas faire une erreur de lecture de la décision du Conseil qui n'a invalidé que 3 dispositions et qui sont en plus des dispositions très à la marge. Alors finalement, qu'est-ce qui reste dans les dispositions qui, elles, sont valides? J'en ai trouvé une favorable, quand même, rendons grâce. C'est la question de la régularisation pour les personnes qui déposent plainte contre des marchands de sommeil. On avait déjà dans le Code des étrangers des dispositions de régularisation pour les victimes de traite des êtres humains, esclavage moderne, proxénétisme, etc. Il y avait quelques dispositions. Là, il y a une disposition qui n'est pas inintéressante. Une victime de marchand de sommeil qui dépose plainte a le droit à un titre de séjour. Ça peut être évidemment pour les travailleurs sociaux ici présents être extrêmement utile en disant vous êtes victime de ce marchand de sommeil. Si vous déposez plainte, vous inquiétez pas, bien qu'en situation illégale, justement parce que vous déposez plainte, vous aurez un titre de séjour. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Petite parenthèse quand même, s'il y a des marchands de sommeil, il y a aussi des explications qu'on va voir avec les textes dont on parle. Parce qu'il y a un boulevard qui est donné aux marchands de sommeil dans le fait que les étrangers en situation illégale ne peuvent pas candidater à un logement social. Donc si vous ne pouvez pas candidater à un logement social parce que vous n'avez pas de titre de séjour, vous n'êtes que sur le parc privé. Et quel parc privé? Un parc privé qui peut être honnête et un parc privé qui profite du fait que les gens sont en situation illégale en disant venez, etc. Moi, je me rappelle, j'avais à un moment donné voulu mettre en location ma maison à Argenteuil, et comme je n'ai pas une grande confiance dans les agences immobilières, j'avais mis l'annonce sur Le Bon Coin. J'ai reçu plus de sans-papiers que dans une permanence du Gisti. Les gens venaient me voir en disant on est intéressés, et je discute avec eux.
Et pourtant, la location de la maison, c'était 1 200 €. Il me disait, on paye 900 € dans un taudis, donc si on rajoute 300 €, on est dans une maison à peu près normale. Ça m'a franchement fait mal au cœur de voir de visu à quoi ces gens peuvent être exposés quand ils me disaient 900, 800 € pour un taudis avec des chambres insalubres, etc. J'avais un monsieur géorgien qui m'a dit, moi je vous paye tout de suite 1 an à l'avance. Bon, comme j'avais regardé la série Engrenage, je me méfie des Géorgiens, mais non, j'espère que c'est pas enregistré ce que je raconte. Non, mais vous voyez la détresse. Et donc, si j'avais voulu être malhonnête, je coupais mon pavillon en 4 et je mettais les Géorgiens là, les Roumains là, les Sénégalais là, et je me faisais de la thune et j'arrêtais le PSS. Non, c'est pas vrai. Hein. Non, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'on dit, on donne un titre de séjour si les gens déposent plainte contre les marchands de sommeil, mais il y a un boulevard qui est créé pour les marchands de sommeil dès lors que le DALO n'est pas accessible et que le DAO n'est pas non plus aussi simple que ça à mobiliser pour des migrants en situation irrégulière. Il y a des dispositions que je vais qualifier, bon, après cette disposition favorable, de neutre, au sens où on n'a pas d'a priori comme ça de ceux qui défendent les étrangers sur est-ce que c'est bien ou c'est mal, je le livre. C'est la question de la décentralisation des demandes d'asile. Ici, j'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui travaillent dans des structures d'accueil de demandeurs d'asile. Jusqu'alors, vous l'avez en tête, la demande d'asile, c'est l'OFPRA, et puis l'appel, c'est la CNDA. L'OFPRA, c'est Fontenay, la CNDA, c'est Montreuil. Non. Des fois, des migrants, je leur dis, vous en êtes où de votre procédure? Ils me disent, je ne sais pas trop. Je dis, t'en es à Fontenay ou à Montreuil? Donc là, comme ça me permet de voir où ils en sont de la procédure. Mais ça veut dire que quand vous êtes demandeur d'asile à Lille ou à Marseille, et qu'il faut être à 9h du mat' à l'OFPRA, c'est un peu plus compliqué que si vous êtes demandeur d'asile francilien. Et pour le travailleur social qui bosse en CADA sur le 95, c'est moins galère que si vous êtes en CADA à l'autre bout du pays, il faut accompagner physiquement la personne qui devant l'OFPRA, qui ensuite en appelle devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc là, l'idée, c'est de créer des pôles territoriaux de l'OFPRA. Et pareil pour la Cour nationale du droit d'asile, des chambres territoriales. Alors on ne sait pas le découpage machin, mais c'est sûr que ça va être a priori beaucoup plus aidant pour ceux qui accompagnent les personnes, qu'il n'aient pas à se déplacer jusqu'à Paris. Alors pourquoi je dis c'est une disposition neutre? Parce que l'inquiétude qu'on a, pourquoi pendant longtemps on ne voulait pas de ça, y compris les grands spécialistes de l'asile, c'était qu'il puisse y avoir des différences de traitement selon les endroits. Là au moins c'est national, donc que vous soyez à Lille ou Inde, c'est les mêmes agents de l'OFPRA. La petite inquiétude, c'est voilà, les différences de traitement comme on les connaît en préfecture, qu'on les retrouve en matière d'asile. Et puis la deuxième inquiétude, c'est que du seul fait que, mais ça va se régler par la force du temps, du seul fait que l'OFPRA soit en Île-de-France et la Cour nationale, les grands avocats spécialistes sont sur Paris. Et donc, si vous avez un pôle territorial, j'en sais quelqu'un, on n'a pas nécessairement localement des grands spécialistes de l'asile. Et donc, il va falloir qu'eux se déplacent pour accompagner ces personnes. Donc, il peut y avoir là, le temps que des avocats localement se forment pour devenir eux aussi spécialistes de l'asile et aller plaider devant la chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile locale. Ça prendra un petit peu de temps, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt l'idée de la déconcentration de ces deux instances-là, et plutôt comme ça, a priori, comme ça, à vue de nez, facilitant. Bon. La question de l'admission exceptionnelle au séjour pour les métiers sous tension. Vous avez en tête, c'est la grande disposition emblématique, largement commentée, donc la régularisation. Alors, c'est pas complètement nouveau, c'était dans la circulaire Valls. Hein, vous vous rappelez? Valls, peut-être pas, mais la circulaire. Lui, je ne sais même pas s'il se rappelle de lui. Hein. La régularisation, c'était par voie de circulaire, et avec le bon vouloir du préfet. L'idée là, c'est de rendre en quelque sorte un peu plus opposable la question de l'admission au séjour des personnes qui sont sur des métiers sous tension. Alors, j'entendais des ministres dire
ça c'est la disposition de gauche de la loi Darmanin. Alors si c'est ça la gauche, les amis, on est foutus. Parce que c'est une revendication du patronat depuis des décennies. Et avant même, relisez, vous voyez le film Yamina Benguigui, Mémoire d'immigrés. Le patronat a toujours eu besoin donc ce n'est pas une revendication. Que ça puisse profiter à des gens qui sont là, dont acte, mais c'est le patronat qui a mis la pression sur le gouvernement en disant on n'arrive pas à recruter dans tel ou tel domaine, il faut permettre des régularisations. Bon. Et tout le débat à l'Assemblée et au Sénat, c'était ouais, mais attention, il ne faut pas faire rentrer des gens pour. C'est des gens qui sont déjà là. Déjà là. L'appel d'air. Donc, la disposition dit à titre exceptionnel. Ça commence bien. L'étranger qui a exercé une activité professionnelle. C'est pas qui va, il a exercé une activité professionnelle salariée dans une liste de métiers sous tension. Pour l'instant, les métiers ne sont pas listés. Durant au moins 12 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois. Alors ça va 12 sur les 24 derniers mois, donc il justifie d'une antériorité de son travail au noir, c'est de ça dont je parle, qui occupe un emploi relevant de ces métiers, et justifie par ailleurs d'une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 années en France, peut se voir délivrer la carte salariée. Donc il faut être là en situation illégale depuis 3 ans. Il faut travailler au noir depuis 12 mois au cours des 24 derniers pour prétendre à un titre de séjour. En droit, on appelle ça, ça fait savant, vous essaierez dimanche dans un repas de famille, une prescription acquisitive. Les prescriptions, en général, vous perdez des droits avec le temps qui passe. Prescription acquisitive, ça, tous les migrants, ils ne connaissent pas le terme, mais ils connaissent la prescription acquisitive. Plus tu restes clandos longtemps, plus tu as des chances d'obtenir des papiers. Prescription acquisitive. Après, il faut prouver que tu es en situation illégale et que tu travailles au noir. Je disais un jour à un monsieur sans papier, est-ce que vous avez des courriers que les gens vous envoient? Il me dit, non, j'ai personne qui m'écrit. Moi. Je dis, bah, écrivez-vous. Il dit, mais qu'est-ce que je m'écris? Je dis, bah, vous vous demandez de vos nouvelles. Fabrique des schizos. Et puis, vous gardez surtout les enveloppes. Alors, la preuve absolue du fait que vous êtes là en situation illégale, c'est l'OQTF. Parce que quand le préfet vénère écrit « T'es là en situation illégale depuis tant de temps », bah, monsieur le préfet, si vous-même vous l'avez écrit, ça au moins, je n'ai pas besoin d'autres documents, ça l'établit. Donc voilà, soyons sérieux, ça ne va pas régulariser beaucoup de monde, parce que pour nombre d'entre eux, c'était déjà le cas avec la circulaire Valls, simplement, la circulaire Valls, c'était au cours des 5 dernières années, c'était 24 fiches de machin, on ne va pas reprendre ça, mais déjà, on attend la liste des métiers sous tension, c'est au bon vouloir du préfet. Et puis, il faut que la personne justifie d'une antériorité et elle n'a pas les bulletins de salaire. Parfois, elle a les bulletins de salaire, mais ce n'est pas à son nom. C'est le compatriote. Voilà. Les seuls qui peuvent rentrer à coup sûr sur cette disposition, ce sont ceux qui avaient des papiers au moment où ils étaient embauchés. Parce que vous avez des gens qui ont eu un titre de séjour, du coup, qui ont signé un contrat de travail. Et puis ensuite, le titre de séjour n'a pas été renouvelé, mais ils ne disent pas à l'employeur que leur titre de séjour n'a pas été renouvelé. Donc, ils ont les bulletins de salaire, et à un moment donné, ça va, vous comprenez le public que j'ai là, ils ont eu une carte étudiant ou autre qui leur permet de travailler, ils signent le contrat de travail, l'employeur, normalement, devrait vérifier, il oublie de vérifier. Bon, j'avais comme ça, à côté de chez moi, j'ai un vigile à Bricorama, il avait été embauché, il avait un titre de séjour, je le reçois dans une permanence juridique, et ça faisait 5 ans qu'il bossait pour le même employeur, sans qu'il ait dit à l'employeur que son titre n'avait pas été renouvelé. Alors, je le reçois dans le permanent juridique et une semaine après, je vais à Bricorama, il est à l'entrée, je lui dis, je pense que je dois être le seul client qui peut piquer des choses sans que toi, tu me dénonces, parce que je te tiens par la barbichette, toi. Il m'a dit, c'est bon, journée porte ouverte. Voilà, donc on ne va pas en avoir beaucoup, des gens qui vont rentrer dans ces dispositions. On verra la liste des métiers sous tension. Mais c'est quand même franchement pas un truc aussi facile que ça. Prouver les 3 ans de présence en France, ça c'est fastoche, ils ont l'habitude, les dossiers d'AME, etc., ça on sait faire. Mais prouver les 12 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois, c'est pas gagné. Alors ça va être parfois les attestations que les employeurs, finalement, parce qu'il y a eu des combats chronopost,
On a eu aussi là, les gens qui nettoient le métro, etc. Là, c'est des gros combats qui ont été menés pendant des mois avec des gens qui disaient ça fait des mois qu'on bosse là, on veut les attestations. Vous vous rappelez les coiffeuses du métro Château, je confonds toujours d'eau ou Château Rouge, là où il y a les coiffeuses africaines. Bon, les deux d'ailleurs. Bon. Du coup, elles ont réussi à être régularisées. Vous vous rappelez les femmes de ménage de l'hôtel Batignolles qui ont pu être régularisées par ce biais-là, mais c'est des combats de plusieurs mois parce que l'employeur ne vous délivre pas de salaire, il ne vous fait pas un virement bancaire. Et donc, établir les 12 mois de cette activité professionnelle, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, voilà, donc ça, c'est des dispositions qui, comme ça, sur le papier, mangent pas de pain, mais ne vont pas être révolutionnaires. Par contre, je voudrais revenir maintenant sur les durcissements et les durcissements validés. Je dis bien validés, je vous ai parlé de tous ceux qui vont peut-être réapparaître, mais ceux-là ont été validés par le Conseil constitutionnel. Peut-être pour moi la disposition par laquelle je vais commencer la plus préoccupante, c'est la question des contrats jeunes majeurs pour les mineurs isolés. Alors, petit flashback. Il y a quelques années, la loi Taquet avait, en 2022, il y a 2 ans maintenant, le fait que quand un jeune a été placé à l'aide sociale à l'enfance, il a le droit à un contrat jeune majeur. On ne parle pas d'étranger, dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Donc ça fait 2 ans qu'il y a cette disposition qui est plutôt extrêmement favorable. C'était l'époque où il y avait un secrétaire d'État à l'enfance. Hein. Non, parce que là, je fais un petit post sur le tweet. Où est passée Charlotte, hein, Charlotte Cobel, je ne sais pas... Plus de secrétaire d'État à l'enfance pour un gouvernement qui avait fait de l'enfance sa priorité. Pardon? Elle a fugué, oui. Je disais à mes étudiants tout à l'heure, parce qu'il devait y avoir une salve de ministres désignée aujourd'hui, si je dois interrompre mon cours, c'est que je suis appelé à de plus hautes fonctions, mais même pas. Et pourtant, j'ai laissé le téléphone. Je leur ai même demandé de... Rien. On ne sait jamais. Bien, voilà, donc la loi Taquet avait là-dessus un aspect tout à fait positif. Alors, il y avait déjà quelques départements qui avaient rechigné en disant ouais, mais il faut qu'il ait été placé par le juge et pas en OPP, donc on a gagné au tribunal. Bon. Et puis, il y avait des départements qui avaient dit pas de contrat jeune majeur s'il s'est pris une obligation de quitter le territoire. Et il y a quelques mois, le GISTI a fait condamner les départements qui refusaient parce que la loi Taquet ne disait pas OQTF ou pas OQTF, dès lors qu'il a été placé. C'est un droit. Bingo, la loi. Dès lors qu'une OQTF a été prononcée, pas de contrat jeune majeur. Donc on éradique la jurisprudence qu'on venait d'obtenir il y a quelque temps, et ça c'est redoutable. Parce que il y a nombre de départements qui vont même aujourd'hui plus loin, et ça fait seulement... La loi Darmanin, elle est rentrée en vigueur là. J'étais dans un département la semaine dernière, les travailleurs sociaux me disent « Non, on nous a dit, on ne fait pas de contrat jeune majeur à un jeune qui peut faire l'objet d'une OQTF. » Mais vous lisez dans les boules de cristal, c'est quoi? C'est Paco Rabanne, les frères Bogdanov il va faire l'objet d'une OQTF. Le texte dit « a fait l'objet d'une OQTF ». A fait l'objet. Sauf que, comprenez bien, ceux qui travaillent avec les jeunes majeurs, vous allez comprendre, c'est assez facile. La demande de contrat jeune majeur, le jeune, il fait sa démarche quelques semaines avant sa majorité pour que à ses 18 ans, la décision soit prise. La carte de séjour, l'OQTF, elle ne tombe pas le jour des 18 ans. Elle va tomber quelques semaines après. Et ça veut dire qu'il fait sa demande de contrat jeune majeur le jour des 18 ans, mais peut-être que dans 1 mois ou 2. Et donc la temporalité, elle bloque certains départements qui ne veulent surtout pas en disant non, mais l'OQTF téléphone à la préfecture, vous ne pouvez pas accélérer un peu parce que là, le jeune, il est chez nous, il est en train de faire une demande de contrat jeune majeur. Et il y a une disposition qui était passée inaperçue, c'est un décret il y a quelques mois, mais qui là, du coup, j'additionne le tout. Avant, le jeune devait faire sa demande de carte de séjour à 18 ans. Il y a quelques mois, on dit pour qu'il n'y ait pas de rupture de parcours, il faut qu'il fasse sa demande de carte de séjour à 17 ans et demi. 6 mois avant, c'est 18 ans. Et alors là, vous voyez du coup, le truc qui est redoutable, c'est que, alors que c'était pour éviter une rupture de parcours, là, s'il fait sa demande 6 mois avant, on peut lui notifier l'OQTF le jour de ses 18 ans, c'est le jour même où il vient faire sa demande de contrat jeune majeur. Ça s'est resserré
plus. Alors il va falloir qu'on se batte, il va y avoir de la jurisprudence sur ce que les départements qui dit va faire l'objet d'une OQTF, où on peut avoir un gamin qui obtient un contrat jeune majeur pour une durée et puis il y a l'OQTF qui tombe par la suite, et on dit bah non, puisqu'il y a l'OQTF. Il y avait en 2002 une jurisprudence du Conseil d'État qui s'appelle cette jurisprudence Oladipupo. C'est un jeune Nigérian, il fait une demande de carte de séjour et il avait un contrat jeune majeur. Et la préfecture lui prend une OQTF et le Conseil d'État dit le fait qu'il ait un contrat jeune majeur est supérieur finalement à l'OQTF et ça veut dire qu'il a un contrat avec la France. Et donc, parce que contrat jeune majeur, c'est le département, mais en fait, c'est l'État par délégation. Et donc, c'est un motif d'annulation de l'OQTF parce qu'on vient de lui faire un contrat. Vous voyez, c'était plutôt extrêmement favorable. C'est parce qu'il a obtenu un contrat jeune majeur, on ne peut pas lui prononcer une OQTF. Là, on renverse le schéma. Pas de contrat jeune majeur s'il a une OQTF, voire s'il risque d'en prendre une. Et puis, il y a aussi ce qu'on voit là depuis quelques jours, c'est qu'il y a des départements qui disent, bon, puisque l'OQTF, elle va tomber on va quand même pas lui faire un contrat de 6 mois. Et donc, on a pour ces jeunes-là des contrats très courts dans l'attente de la décision de la préfecture. Vous voyez, on lui fait un contrat d'un mois. Donc ça, voilà, ça va rendre le travail pour les professionnels extrêmement compliqué. Et puis j'ajoute quand même l'article 39 qui est assez passé inaperçu. C'est un fichier des mineurs isolés qui ont une mesure pénale. Hein, l'article 39, on met en place un fichier des empreintes digitales et photos des mineurs isolés dès lors qu'ils ont commis une infraction pénale. Donc on les fiche dans un fichier dédié. C'est l'article 39. Autre disposition qui marque un durcissement tout à fait conséquent, je vais revenir sur le contrat d'intégration et son durcissement. Alors, pour mémoire, le contrat d'intégration, c'est pas nouveau, loi Sarkozy, loi Valls, etc. Les migrants, première année de l'obtention du titre de séjour, ils passent à l'OFII, on leur fait un contrat avec des modules, cours de français, présentation des valeurs de la République, etc. Bon. Les cours de français, ils doivent faire un test pour voir s'ils ont un niveau A1, et puis s'ils ont le niveau, ils n'ont pas besoin de cours de français, et s'ils n'ont pas le niveau, 200, 400 ou 600 heures de français. Mais il n'y avait pas de sanction au fait qu'ils ne progressent pas en français. La sanction, c'était s'ils n'avaient pas suivi les cours de français, là, on pouvait avoir une conséquence sur leur titre de séjour, vous comprenez l'idée, mais dès lors qu'ils ont suivi, il n'y avait pas une obligation de résultat. Il y avait juste qu'ils étaient tenus de suivre leurs 200, 400 heures de cours de français, et s'ils avaient suivi, ils passaient de la carte d'un an à la carte pluriannuelle, parce qu'ils avaient suivi les 200 heures qui leur ont été prescrites. Roger Carucci, il y a quelques années, avait dit « c'est trop facile, il suffit qu'ils suivent sans même qu'ils écoutent ou progressent ». Il n'a jamais vu mes amphis à l'EPSS, lui. Hein. Ah. On a aussi des étudiants qui suivent les cours. Hein. Alors vraiment qui suivent. Hein. Et donc là, l'idée, c'est sanctionner à la fin des 200, 400 ou 600 heures par une maîtrise du français. Ça veut dire qu'on leur fait un test et s'ils n'ont pas progressé, ils restent avec leur carte d'un an tant qu'ils n'ont pas réussi à progresser. Comprenez, on passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Et alors, il faut qu'à l'issue des 200, 400 heures, ils aient un niveau A2. Je ne sais pas si ça vous parle, A1, A2, B2, B1, des niveaux des normes européennes de français. Donc, il faut qu'ils aient atteint un niveau A2 à l'issue des cours. Et ça va être vraiment une vraie difficulté pour tous les opérateurs des cours, parce que là, ils avaient juste à avoir des gens qui viennent, qui essayent de progresser, mais qui n'avaient pas l'angoisse de il faut absolument que je réussisse, etc., etc., parce que, bon. Et alors, en plus, ce qui est redoutable, c'est qu'on nous dit qu'ils n'auront pas plus de 3 renouvellements de leur carte de séjour temporaire. Ça veut dire qu'ils doivent réessayer de présenter les épreuves, mais au bout de 3 renouvellements, là, ils perdent tout et basculent dans l'irrégularité si après 3 renouvellements de carte d'un an, ils n'ont toujours pas atteint le niveau A2. Ça va, vous voyez la pression sur eux. Hein, obligation de résultat, on pourrait dire après tout, c'est pas grave, ils restent avec un titre d'un an pendant des années. Non, pas plus de 3 renouvellements de la carte d'un an, et donc avec une exigence de progressivité
avec le niveau, donc je disais, A2. Mais alors, vous allez comprendre, c'est assez facile. S'il faut le niveau A2 pour obtenir une carte pluriannuelle, la carte de résident, qui elle est la carte de 10 ans, qui elle était au niveau A2, bascule au niveau B1, et c'est posé dans la loi, la naturalisation, elle est décalée d'autant. Pour être naturalisé, il fallait le niveau B1. Avec la loi Darmanin, il faut le niveau B2. Vous voyez, c'est logique. C'est logique en termes de graduation, c'est-à-dire que pour obtenir une carte pluriannuelle, s'il faut A2, la carte de 10 ans, qui est l'échelon au-dessus, B1, et donc la naturalisation B2. B2, on est sur des exigences qui sont tout à fait conséquentes, c'est quasiment bilingue. C'est quasiment bilingue pour être naturalisé. On nous dit, parce que le niveau B2 qui est posé, l'intéressé justifie d'un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets complexes. Ça, c'est le niveau B2. Donc on décale d'autant, donc vous comprenez, il va y avoir de moins en moins de gens naturalisés parce qu'on augmente le niveau attendu. Voilà, donc ça, c'est le volet contrat d'intégration que je voulais poser. Autre disposition emblématique, le contrat d'engagement républicain. Les associations connaissent le contrat d'engagement républicain, les associations doivent le signer, s'engager à respecter les valeurs de la République, etc., etc. Donc là, les étrangers qui sollicitent un titre de séjour doivent aussi s'engager à respecter les valeurs de la République et peuvent se voir retirer leur titre de séjour, du coup, si on estime qu'ils n'ont pas respecté les valeurs de la République, mais sans qu'on nous dise précisément ce qu'on appelle les valeurs de la République. C'est vraiment un boulevard en termes d'arbitraire du côté des préfectures. Et on l'a déjà vu du côté du ministère de l'Intérieur sur des interdictions d'associations qui avaient signé le contrat et dont on a considéré qu'elles n'étaient pas suffisamment respectueuses des valeurs de la République. Je ne vous refais pas le match de toutes ces associations qui ont eu quelques difficultés là-dessus. Bon. Donc voilà, aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui n'a pas signé le contrat d'engagement ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Alors le contrat, c'est s'engager à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, les symboles de la République, l'intégrité territoriale, ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s'affranchir de règles communes, etc., etc. Vous voyez la musique qui est derrière. Donc, je m'engage à, et si je ne respecte pas, bon, allez, pour ouvrir un peu comme ça la polémique, est-ce qu'on va donner une carte de séjour à une femme qui porte la baya? On va en discuter, ça, à mon avis. On risque d'avoir, dans quelques préfectures, des petites discussions sur ces exemples-là, volontairement polémiques. Bon. Autre disposition qui n'est pas neutre, c'est la question de la résidence habituelle en France. Jusqu'alors, quand quelqu'un avait une carte de 10 ans, ou même une carte plus courte, mais on va rester sur la carte de 10 ans, elle était renouvelée tous les 10 ans, sauf si vous avez passé plus de 3 ans hors du sol français. Là maintenant, c'est pas plus de 6 mois hors du sol français. J'entends les gens qui discutent. Mon micro s'est coupé en même temps. Oui, non, c'est bon, ça va. Non, vous voyez la question pour des personnes, y compris âgées migrantes, qui pouvaient avoir une carte de 10 ans qui revenait une fois comme ça de temps en temps, tous les 2 ans, une petite visite médicale, et qui renouvelaient leur carte de séjour sans difficulté. Là, on nous dit la résidence habituelle pour obtenir le renouvellement de la carte de 10 ans, c'est résidence de 6 mois par an sur le sol français. Et donc, il va falloir que les travailleurs sociaux mettent en garde les personnes en disant faites attention, les séjours au pays sont beaucoup plus... Alors, tout à l'heure, je vous ai dit sur l'ASPA, c'est déjà beaucoup plus dur, mais il y a des personnes âgées qui ne sont pas à l'ASPA, qui sont à la retraite. L'Algérien, le Marocain qui avait une retraite au plein, qui n'était pas à l'ASPA, il pouvait passer 1 an ou 2 au pays sans avoir de difficultés. Lui, il n'est pas à l'ASPA. L'ASPA, ça s'est déjà durci. Mais là, on dit, même pour cela, c'est pas plus de 6 mois par an au pays, avec tous les contrôles
qu'on va mettre en place au renouvellement des titres de séjour, des coups de tampon sur les passeports, etc. Moi, je trouve quand même que c'est assez délirant, y compris quand on connaît l'esprit du législateur sur le sujet, d'empêcher des gens de rentrer chez eux. C'est un blocage qui est assez surprenant. Deux dernières dispositions, et puis je vais commencer la conclusion pour qu'on ait un petit temps d'échange ensemble pendant les 30 minutes qui nous restent ensuite, mais deux dernières dispositions que je voudrais évoquer qui me semblent importantes à rappeler. Vous avez en tête les obligations de quitter le territoire. Jusqu'alors, elles avaient une durée de validité de combien de temps? 1 an. Avec la loi Darmanin, c'est 3 ans. Au QTF, 3 ans. Ah oui, ça veut dire que du coup, la personne, pendant 3 ans, elle a une obligation de quitter le territoire au-dessus de sa tête, et donc ne peut pas refaire une demande de titre de séjour pendant cette période-là. Vous voyez là, tout de suite la difficulté que ça peut poser. Elle tombait, le QTF, ça ne voulait pas dire qu'il avait un droit au séjour, mais au bout d'1 an, elle était considérée comme caduque. Là, du coup, elle va durer beaucoup plus longtemps, elle sera active au-dessus de sa tête. Et puis, la question de l'ordre public, puisqu'on a beaucoup entendu, il faut retirer les titres de séjour aux personnes qui menacent l'ordre public. Alors, jusqu'alors, retirer le titre de séjour pour une personne, c'était une menace grave pour l'ordre public. Je dis bien grave. Et quand on regardait la jurisprudence, c'était terrorisme, c'était proxénétisme, trafic de stupéfiants. La loi, là, dit qu'on peut retirer un titre de séjour à tout étranger qui a commis des faits qui sont punis de 3 ans de prison. J'ai dit puni de 3 ans de prison. Je n'ai pas dit condamné à 3 ans de prison. Mais si vous prenez le code pénal, puni de 3 ans de prison, il y a du monde. C'est des infractions passibles de 3 ans de prison. Même si le tribunal lui a mis 3 mois avec sursis, dès lors que le quantum de peine pour l'infraction en question est de 3 ans, on considère que ça menace l'ordre public et donc qu'on lui retire le titre de séjour. Alors, juste pour aller là-dessus, on va avoir donc beaucoup de gens qui vont perdre leur droit au séjour, mais qui ne vont pas nécessairement être éloignés. Je voudrais vraiment revenir sur cette lubie. Les titres de séjour, une fois que vous avez retiré, pour éloigner quelqu'un, il faut les autorisations de son pays d'origine. Un laissez-passer. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Surtout vu les relations diplomatiques de la France avec plein de pays. Donc, allez, prenons au hasard. Le Maroc. Rappelez-vous, Iqiyoussen. Darmanin avait dit « j'aurai sa peau, cet imam salafiste ». L'autre, il est parti se balader en Belgique, il est revenu. Le Maroc a dit « vous le gardez, on n'en veut pas ». Non, vous vous rappelez. L'Algérie, à un moment donné, Macron a dit l'Algérie, basta, il va falloir qu'il délivre les laissez-passer, sans ça, le ton va monter. Il y a un de ses conseillers qui lui a dit fais gaffe, ils ont du gaz. Ah oui, merde, j'avais oublié, c'est soit Poutine, soit l'Algérie. Et d'un seul coup, et vous vous rappelez, ensuite il y a tout le gouvernement qui est parti en Algérie pour s'excuser de machin, on ne s'est pas bien compris, etc. etc. Bon, et oui, le gaz. On n'importe pas que des Algériens. Le gaz, les amis, nous sommes dépendants de l'Algérie, n'en déplaise. On va reconduire vers l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie, la Tchétchénie, la Russie. Qui va signer les laissez-passer? Non, vous voyez la difficulté? On va retirer des titres de séjour à des gens. On va dire aux autorités, alors celui-là, il a fait des délits chez nous, est-ce que vous voulez le récupérer? Ben non, vous le gardez. Donc, c'est pas aussi simple que ça d'éloigner des gens. Et donc, on va se retrouver avec des gens dans une grande précarité à qui on aura retiré le titre parce qu'il y a une motif d'ordre public. Ben, vous savez quoi? Ils vont commettre des délits. Parce que si on leur a retiré le titre, ils n'auront plus un droit au travail et ça va participer d'une augmentation en boucle de leur délinquance. Voilà, donc on ne peut pas... Alors j'aurais pu rajouter dans la liste, le Mali, en ce moment, ils ne sont pas très pro-français, c'est plutôt pro-russe. Le Burkina, pareil. Je peux faire la liste à l'envi des pays qui sont plus dans un rapport dans lequel on pouvait être, où on prenait le téléphone. Moi, je me rappelle quand il y a eu l'évacuation de l'église Saint-Bernard, 96. Grand moment, j'ai dormi pas très loin d'Emmanuel Béard. C'est un grand souvenir. Moi, c'était pas les sans-papiers, c'était Emmanuel Béard. Le 96, quand il y a eu les Maliens qu'il fallait reconduire, l'ambassadeur a dit « je ne délivrerai pas les laissez-passer ». Mais à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Debré, a appelé
le ministre des Affaires étrangères. L'autre, il était au chômage technique dans les 5 minutes. On lui a dit qu'est-ce que c'est que ça. Il y a la coopération, il y a l'armée française qui est là-bas. Là, on n'est plus du tout sur la même pression sur les autorités maliennes si elles ne délivraient pas les laissez-passer. Vous comprenez, c'est plus du tout les mêmes enjeux. Voilà, alors, quelques dispositions emblématiques. Je voudrais maintenant qu'on revienne un peu sur l'avenir en 5 minutes de tout ça. Qu'est-ce qui va se jouer dans le... D'abord, il y a un projet de loi qui est réapparu ces jours-ci. Vous avez entendu, les centristes et un certain nombre d'élus de droite disent « on revient à la charge ». Avec toutes les dispositions, celles que j'ai évoquées tout à l'heure, qui ont été invalidées pour des raisons procédurales. Donc, il y a un projet de loi qui a été déposé. Vous allez sur le site de l'Assemblée, vous allez sur l'article du Monde, avec la préférence nationale, le droit du sol. Donc, ce n'est pas terminé, cette affaire-là. Et ils ont tout à fait raison, finalement, politiquement. C'est de dire, on avait eu un engagement du gouvernement sur un certain nombre de points. Le Conseil constitutionnel a invalidé pour des raisons procédurales. Remettons ça dans un autre texte de loi. Et donc là, le gouvernement est extrêmement embarrassé parce qu'il y a une pression de la droite pour qu'on revienne à la charge sur ce sujet-là. Donc, premier élément d'avenir, il y a ce projet de loi. Deuxième élément, le gouvernement a rappelé que la réforme de l'AME, qui n'était pas dans le texte, arrive là. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais vous vous rappelez qu'il y avait la volonté de durcir l'aide médicale État. Alors, ils ne vont pas le supprimer, mais simplement, vous l'avez compris, pour tous ceux qui avaient lu le texte initial, c'est réduire l'aide médicale État aux soins urgents, c'est-à-dire ne prendre en charge, au titre de l'aide médicale État, que des soins qui soit mettraient en danger la santé publique. Si on ne les soigne pas pour eux, soignons-les pour nous, soit avec des personnes qui seront au bout du bout. Pourquoi les médecins sont montés au créneau en disant si cette loi est votée, on va s'y opposer? Et particulièrement les médecins hospitaliers, pas simplement pour des questions déontologiques. Si les gens qui sont à l'aide médicale État aujourd'hui, qui peuvent aller consulter le médecin traitant ou aller en pharmacie, ne peuvent plus, sauf s'il y a une urgence, ça veut dire que ça va emboliser. Et déjà, il n'y en avait pas besoin, les services des urgences, de personnes qui vont devoir attendre que leur situation médicale se dégrade, arriver aux urgences, qui sont déjà saturés. Et donc les médecins hospitaliers qui défendent l'aide médicale État, ce n'est pas simplement dans une logique d'altruisme, c'est pour ne pas se retrouver avec des files d'attente, avec des tensions, parce que la personne ne peut plus avoir une boîte de médoc auprès du médecin traitant. Bon. Donc voilà, il n'y aura pas une suppression totale, mais bon. Et puis, il faut attendre maintenant les décrets d'application. Dans l'avenir, je disais, il y a la réforme de l'aide médicale État, et puis tous les décrets ne sont pas sortis, mais on va tous, comme ça, regarder de près sur ce que je vous ai évoqué, les textes d'application, les niveaux de durcissement, les circulaires d'application. Donc là, on est vraiment au tout début. Et puis, du côté du Gisti, nous, notre rôle, ça va être de faire les recours que l'on fait habituellement contre les décrets, les circulaires. On a déjà identifié un certain nombre de questions prioritaires de constitutionnalité qu'on va pouvoir soulever à l'occasion de situations individuelles. J'ai un monsieur très ancien député, pour moi une des personnes les plus notables qu'on a eu connaître à l'Assemblée nationale, qui m'a contacté comme président du Gisti il y a quelques mois. Il m'a dit « Moi, je vais vous aider à saisir les instances européennes. » Jean-Michel Bélorget, vieux monsieur qui a créé le RMI, et qui me dit, là, ces lois-là, moi je vous aide, on va devant les instances européennes, je vous rédige les recours, là il y a du boulot, et c'est franchement un mec formidable. Donc il est déjà en train de travailler pour nous, bénévolement, sur des recours devant les instances européennes, sur un certain nombre de durcissements. Donc voilà, du côté du Gisti, nous on va faire le boulot qu'on fait habituellement, juridique, de recours, ça c'est pas... mais on est une petite association, et évidemment, le droit ne va pas suffire. Du côté des acteurs sociaux, on a eu une mobilisation sans précédent des grands réseaux, des grandes fédérations du social. J'ai jamais vu ça, sincèrement, de voir toutes les associations, mais de toutes, hein, franchement, ceux qui gèrent de l'hébergement, ceci ou cela, qui étaient montés au créneau sur ce texte. J'espère qu'elles n'ont pas baissé la garde trop vite. Et quand je dis toutes, j'étais très surpris de voir des structures qui peuvent être même, en général, pas très engagées politiquement, voire même, assez proches du pouvoir.
assez proches du pouvoir, je ne vais pas les nommer, mais j'étais surpris d'en voir quelques-unes dire, tiens, même eux critiquent ces dispositions. Donc la question, c'est est-ce que ces mobilisations vont continuer? Mais pour moi, ça ne peut se jouer qu'à un niveau, comment dirais-je, méta, c'est-à-dire les grandes fédérations, etc., les grandes instances, pas les petites structures qui elles-mêmes pourraient monter au créneau. On a bien vu, par exemple, quand il y a eu le durcissement sur le SIAO, les transmissions obligatoires des services de SIAO vers les préfectures, que quand Interservice Logement, qui est le SIAO 93, a dit « nous, on ne transmettra pas les informations au préfet », le préfet leur a dit « votre convention arrive à échéance bientôt, il y a une autre assoce qui va candidater, merci, au revoir ». Donc ça ne peut pas être, en plus on est dans de la logique concurrentielle dans le champ du social maintenant, où chacun se tire la bourre, chacun essaye d'obtenir le marché d'eux. Si ce n'est pas des grands réseaux qui unanimement disent « ces dispositions-là, on ne les mettra pas en place ou on s'y opposera », ça ne peut pas être la petite structure qui va se cornériser et qui va se faire sortir des dispositifs du fait de ces engagements. La difficulté, évidemment, qu'on a repérée, c'est que dans le champ du social, il n'y a pas nécessairement des corps intermédiaires comme il en existe dans d'autres professions. Je dis ça, et Geneviève le sait pour sa connaissance du travail social. Les associations professionnelles, malheureusement, c'est des coquilles vides. Alors quand vous me dites comme ça, des fois je crois que ça a toujours été même malheureusement. Donc l'ANAS, l'ONES, etc., tous ces acteurs-là, c'est pas synergie ou alliance, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des métiers qui ont un espace politique et une couverture politique plus forte que les métiers du social qui, historiquement, n'ont jamais réussi à se mobiliser avec les corps intermédiaires. Alors quand il y a un corps intermédiaire, syndicats, associations professionnelles, malheureusement, bon. Et puis la question qui se pose, et on la voit y compris en école de travail social, je crois qu'il y a même eu un séminaire sur l'engagement, c'est aussi la question de est-ce que tous les professionnels, aujourd'hui, sont-ils convaincus de ce que j'évoque là, de la question de l'engagement? C'est pas aussi simple que ça. On voit des professionnels, et c'est logique, ils sont à l'image de la société. En d'autres temps, on avait des gens qui, dans le champ du social, c'était un sacerdoce et étaient avec des convictions chevillées au corps. On a aujourd'hui des gens qui peuvent être des bons professionnels, mais n'ont pas les fibres d'engagement qu'on a pu connaître en d'autres temps. On le regrette, on le regrette pas. C'est une réalité qu'on voit. Je me rappelle d'ailleurs à l'issue d'un de mes cours ici même, la question la plus embarrassante qu'on m'ait jamais posée ici, d'ailleurs, c'était une étudiante à la fin d'un cours qui est venue me dire « Monsieur Dadouche, est-ce que je suis obligée d'être militante comme éduc ?» Je lui dis « Militante, non, mais engagée, oui. » Elle me dit « Mais c'est quoi la différence ?» Je lui dis « Vous savez quoi? Vous vous battez pour que les droits des personnes soient respectés, et moi, je vais me battre pour que les lois soient modifiées. » C'est ça la différence entre l'engagement et la militance. Battez-vous, vous, pour que les droits des personnes soient respectés, puis après, il y en a d'autres qui auront à se battre pour que les législations soient modifiées. Mais c'est vrai que quand elle m'a posé cette question, je voyais bien, elle me dit, je vous entends là en cours, mais en fait, est-ce que c'est une obligation dans ma fiche de poste d'avoir cet engagement? Bon, voilà, pour moi, c'est tellement naturel, mais je comprends que ça ne le soit pas. Et qu'on ait des gens qui veulent juste faire leur job et qui n'ont pas envie de s'emmerder avec des combats que je suis en train de poser tout à l'heure. Donc la question de l'engagement et de ces valeurs-là en école de travail social est une question importante. Et puis, dernière remarque, on a des enjeux médiatiques et citoyens. Alors médiatiques, il va y avoir les Jeux Olympiques. Il ne vous a pas échappé que je trouve que là, pour tous et toutes, ça va être vraiment assez impressionnant. L'année de l'entrée en vigueur de la loi Darmanin, celle qui a le plus restreint la venue des étrangers et les droits des étrangers, qu'on célèbre en France l'universalisme. J'attends avec impatience le discours bien pensant, alors y compris pour les Jeux paralympiques. Rappelez que le gouvernement a voulu supprimer l'AH avant 5 ans pour les étrangers en situation régulière, mais... Donc je pense que là, médiatiquement, même si ça tombe en plein été, il y aura quand même là un boulevard pour parler de l'universalisme, de valeurs qui doivent fonder notre société, et pas simplement une fois tous les je ne sais pas combien, mais de manière un petit peu continue. Dernière remarque, et vraiment c'est ma conclusion, comme citoyen,
on a tous une exigence à avoir, et là, l'exigence d'écouter ce que les personnes nous disent, les migrants, de leur parcours, et puis l'exigence de lire. Excusez-moi de finir là-dessus, mais je suis très inquiet par l'absence de culture au sens large de ces questions-là, mais peut-être d'autres. Moi, il s'avère que... Et je passe mon temps à dire, mais lisez, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Et il y a des dizaines et des dizaines de bouquins de sociologie, d'anthropologie, de parcours d'exil. Et je veux vraiment insister là-dessus, parce qu'il y a plein de générations, ce n'est pas aux plus anciens que j'ai besoin de dire ça, mais à toute cette génération nouvelle, lisez, et après, indignez-vous. On a éteint la lumière dans la salle, je ne vois plus personne. Bon, allez, qui se lance? Question, remarque. Pas nécessairement d'ailleurs question, je ne voudrais pas que ça soit un truc... vous pouvez ne rien partager de ce que j'ai dit et peut-être défendre des arguments tout à... Y a-t-il des fachos dans la salle? Non, non, mais voilà, que ça ne soit pas simplement un truc... des remarques, des points de vue, des questions. Allez-y, on a petite... 20-25 minutes devant nous. 25 minutes devant nous pour questions, remarques. Libre à vous. Il y a une seule personne qui n'a pas le droit de poser de questions. Non, j'ai un étudiant, quand il fait des questions en amphi, ça dure un quart d'heure. Donc lui, il va prendre des 25 minutes. Il est là. Donc vous, Ethel, tu lui passes pas le micro à lui au premier plan. Oui. Ces questions, c'est déjà la moitié du cours. J'ai une question concernant quand vous avez dit que le travail, enfin ils allaient pouvoir trouver du travail s'ils justifiaient de 12 mois de travail. Non, il va pouvoir obtenir un titre de séjour. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc du coup, ma question c'est quelles seront les conséquences pour les patrons qui embauchent les sans-papiers qui justifieront de leur emploi pendant 12 mois consécutifs? Ah bah alors c'est ça qui est paradoxal dans le texte, et c'est l'article juste en dessous, c'est qu'on augmente les sanctions pour les employeurs. Voilà, donc en fait, au même titre que pour les marchands de sommeil, ce qu'ils veulent, c'est la dénonciation. Oui, non, mais vraiment, clairement, c'est-à-dire que c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'on dit, sortez de l'ombre, vous les salariés, amenez les justificatifs, mais effectivement, pour les employeurs, il y a un risque tout à fait élevé de sanctions, alors qui peuvent être pénales. Là, ils ont prévu un durcissement d'eux, mais fiscal, URSSAF, etc. etc. Donc, évidemment, pour les employeurs, c'est extrêmement compliqué de délivrer ces attestations. Merci pour la réponse. Non, mais voilà, ça là-dessus, c'est un... Il y a une question juste au bout de la rangée. Bonjour, je voulais venir sur... alors moi, je suis Diodio Métro, je suis la présidente de la DEPAP du Val d'Oise, repère 95. Nous, on est donc vous travaillez avec des les jeunes militants. majeurs. Des militants. Personne n'est parfait. Voilà, nous venons en tout cas, nous deux, voilà, personne n'est parfait. Sur la question de l'engagement, effectivement, c'est l'idée de l'association, en tout cas, c'est d'être dans la paire et danse. Et moi, il y a une chose quand même qui tous les jours nous fatigue. On est sur le même territoire, 2 sous-préfectures, une préfecture, la même situation, les jeunes, leurs droits ne sont pas respectés. Comment est-ce que les associations peuvent arriver à ce que le droit soit respecté, alors qu'on a la preuve, hein, on a des gamins qui perdent leur titre de séjour, leur logement, leur boulot derrière, et on ne se rend pas compte qu'on met ces gamins-là dans des situations mais de terreur. Nous, on a des gamins qui arrivent à l'association mais qui ont peur parce que le patron lui dit bah, « je suis désolé, je suis obligé d'arrêter ». Ils ne peuvent plus payer leur loyer et du coup, ils se retrouvent à la rue. Alors, c'est du fait de rejet ou de non-renouvellement? Ah non, c'est pas de rendez-vous. Ah oui, c'est ça. Alors, malheureusement, là, du coup, c'est des contentieux. Ma coprésidente, elle est devenue avocate spécialiste du contentieux de la prise de rendez-vous. Alors, je veux bien le numéro de téléphone. Non, de toute façon, je vais et pas le donner, mail. Ou alors, je touche un pourcentage. D'accord, on verra après. Je vais essayer de me faire un peu de thune quand même. Non, mais simplement, comprenez bien, les avocats en droit des étrangers, pendant longtemps, ils se battaient contre les OQTF. Mais aujourd'hui, ils se battent pour les prises de rendez-vous. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont là avec les copies d'écran, avec une pile de copies d'écran pour que les gens tiennent un rendez-vous. Mais alors, attendez, regardez, là, cette copine avocate, elle ne fait plus que ça. C'est-à-dire qu'elle est à 100% contentieux de la prise de rendez-vous,
Alors avec y compris des dommages et intérêts, parce que si vous vous battez seulement pour obtenir le rendez-vous, ça fait une belle jambe. Mais si on vous a suspendu vos droits pendant cette période-là, donc il faut faire des contentieux indemnitaires parce que vous avez perdu votre boulot, la CAF, pendant cette période-là. Mais alors attendez, là où ça se corse, c'est que vous venez de faire condamner la préfecture pour obtenir le rendez-vous. Mais c'est la même préfecture qui va statuer ensuite sur votre carte de séjour. Donc l'ambiance, ça va être sympa ensuite. Hein, c'est-à-dire que si vous avez un dossier solide, que vous avez fait condamner la préfecture, ça va. Mais si votre dossier il était déjà un peu fragile et que vous avez déjà fait condamner la préfecture juste pour le rendez-vous, c'est sûr que ça risque de... Bon. Donc il y a vraiment un enjeu sur la question des renouvellements de titres et le défenseur des droits, c'est à mon avis... Ah, il nous connaît très bien dans tout le Val d'Oise. Mais hein. oui, mais... Ils en ont marre de nos mails. Donc, Mais ça rend les gens fous. Ne pas pouvoir prendre des rendez-vous et voir ses droits suspendus par plein d'institutions, c'est le cauchemar. Alors, en droit des étrangers, alors on me dit la question de la dématérialisation, c'est aussi pour d'autres publics, les personnes âgées, les personnes handicapées. C'est vrai. Mais si on ne vous renouvelle pas votre AH ou votre ASPA, c'est seulement cette prestation-là. Tandis que si on ne vous renouvelle pas votre carte de séjour, vous avez un effet qui se coule derrière, c'est le titre, le droit au logement, le droit au travail, le machin, etc. C'est un cauchemar. Il n'y a que le contentieux qui peut marcher. Et c'est du harcèlement avec des demandes indemnitaires. Ça veut dire qu'il faut qu'on prouve qu'il a perdu son stage, qu'on prouve que, et après on demande des dommages et intérêts. La préfecture de Nanterre, elle s'est pris 30 000 € dans la gueule il n'y a pas très longtemps sur un dossier. Je peux vous dire que maintenant, ils ont trouvé quelques créneaux horaires. je veux bien le numéro de téléphone et l'adresse mail. Tout le monde connaît les ADEPAP ou pas? Ah, tout le monde, ça ne parle pas aux plus jeunes. Les ADEPAP, c'est des associations qui, au départ, étaient sur les pupilles de l'État et puis qui ont étendu leurs prérogatives à tous les jeunes majeurs sous votre contrôle qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Et la PJJ. Bonjour, je voulais vous demander si vous avez eu des nouvelles aussi, j'avais entendu parler... De Charlotte Cobel, non. Non, du fait qu'il y ait des amendes de circulation, c'est que les policiers pouvaient arrêter quelqu'un et mettaient des amendes qui avaient l'air très onéreuses. C'est passé ou pas? Non, alors il voulait rétablir dans la loi, mais ça sera peut-être dans la nouvelle réécriture le délit de séjour irrégulier. Parce que le délit de séjour irrégulier, il avait existé, ça avait été retiré de la loi parce que c'est contraire au texte européen, et ils veulent remettre le délit de séjour irrégulier, et peut-être que dans leur esprit, c'était plutôt que le délit, parce que le délit, c'est correctionnel, ça veut dire qu'il faut convoquer un tribunal. Il avait été envisagé à un moment donné que ça soit contraventionnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne en dehors de l'OQTF puisse être verbalisée, à chaque fois que, peut-être que c'est de ça dont... Mais pas dans le texte, en tout cas pas celui-là. D'autres questions, d'autres remarques? Je me permets de poser une question, Véronique Mézianili. Très contente de travailler avec Madame Diodio, d'ailleurs, métro, au passage. Mais dans tous les cas, j'ai une question par rapport aux formations, puisque je suis en mission locale avec la question du POP 104. Je lis bien l'obligation, maintenant que vous avez expliqué, d'aller sur le niveau A2. C'est qui validera cette obtention? Il y aura des tests. Pour l'instant, je n'ai pas, sur cet aspect-là, le décret d'application. Donc, il y aura des tests. C'est prévu par le texte. On dit décret d'application qui fixera les modalités de contrôle à l'issue des 200, 400 ou 600 heures. Il y aura nécessairement un test de sortie. Il y a déjà le test à l'entrée. Quand ils vont à l'OFI, on fait le test à l'entrée. Donc, voilà, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. On attend le décret. Ils n'avaient pas expliqué qu'au niveau des entreprises, il y allait avoir aussi des obligations de formation? Alors si, je ne l'ai pas évoqué, il est évoqué le fait dans la loi que la personne qui doit faire ses cours de français peut le faire sur son temps de travail avec l'accord de l'employeur. Et pourquoi pas voilà, que l'employeur accepte. Bon, sauf que il faudra voir pratiquement un employeur, s'il a plusieurs candidats sur le poste et qu'il en a un qui arrive en lui disant « Moi, je viens d'arriver en France, j'ai un titre d'1 an, je dois faire que 400 ou 600 heures de français », je ne suis pas sûr que l'employeur, s'il a plusieurs candidats, prenne ce candidat-là parmi les candidats prioritaires. Ça peut, si on est sur des métiers où on ne trouve personne, de toute façon, il va dire « Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix ».
j'ai besoin d'un plongiste sri-lankais, machin, tatata. Tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de plongistes sri-lankais. Bon, bah, je vais accepter qu'il fasse ses cours de français pendant son temps de travail. Ça veut dire que de fait, c'est à la charge de l'employeur. Parce que la difficulté, si vous voulez, qui a été posée dans le texte, c'est qu'on dit aux gens, vous devez aller faire des cours de français. Ils viennent d'arriver en France, ils ont un titre de séjour, ils veulent travailler. Sauf que les cours de français, c'est en journée, en semaine, c'est pas le week-end et c'est pas en soirée. Donc il y a plein de gens qui se disaient, mais moi je suis bloqué, je vais aller faire des cours de français en même temps. Je dois quand même subvenir à mes besoins, à ma famille. Et donc la disposition législative, c'est l'employeur peut accepter que les cours se fassent pendant les heures de travail. Donc c'est une disposition qui est effectivement dans le texte. Bonsoir Monsieur Dadouche. Je tiens tout d'abord je vois pas qui je me suis parle, par là pardon. au centre. Ah, Je tiens tout d'abord à vous remercier pour ces explications. C'est vrai pour une loi qui est d'actualité et qui va avoir des impacts sur notre pratique professionnelle. Tout à l'heure, vous avez évoqué les recours européens. Moi, j'avais une question axée sur l'Europe. Pour toutes les personnes qui sont en situation régulière, qui ont eu des papiers sur d'autres pays, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau européen pour que, au fur et à mesure des années, ces personnes-là ne perdent pas leurs droits, comme c'est le cas à travers cette loi? Alors, si la question c'est est-ce qu'on peut, à l'intérieur de l'espace européen, s'installer dans le pays que l'on veut, c'est ça ou pas? Alors non, là il y a une circulation, il y a une liberté de circulation. Circulation et pas installation. Voilà, il y a une liberté de circulation, mais si une personne qui a reçu ses papiers, je ne sais pas, en Espagne, souhaite travailler en France... C'est pas possible. Et ça, là-dessus, ça reste extrêmement fermé. Il peut circuler, mais pas s'installer dans un autre pays que celui qui lui a délivré un titre. Et ça, il y a beaucoup de migrants eux-mêmes qui ne le comprennent pas. J'ai eu un titre en Italie ou en Espagne, je me dis, bah, après tout, je peux m'installer en France. Tu peux circuler, tu peux rester 3 mois, mais au-delà de 3 mois, tu es censé repartir et tu peux ouvrir aucun droit sur le sol français. C'est vraiment incompréhensible pour plein de gens. Ils disent Europe, Europe. J'étais peut-être utopique, c'est parce que c'est vrai qu'il y a cette autorisation entre les sociétés d'avoir des contrats ou le fait de faciliter des travailleurs étrangers pour travailleurs détachés peut-être, oui. Détachés pour travailler sur une certaine période, mais pourquoi pas ce travail pour qu'il y ait à la fois cette circulation et cette possibilité de s'installer. Mais en fait, l'idée là, c'est assez cocasse, si vous voulez. On a une politique qui essaye de s'harmoniser. En même temps, chaque pays a ses propres attentes, besoins. Mélanie, ça vous parle? Très bien. Elle a été élue sur un programme d'extrême droite. 1 an après, elle a dit aux Italiens, on va faire rentrer... Vous avez entendu le chiffre ou pas? Plus de 400 000... 452 000. Au moins, il n'a pas posé de question, il a apporté une réponse, ça va. Lui, c'est les questions qui sont redoutables. 452 000. Mélanie dit, j'ai besoin de 452 000. Mais elle n'a pas besoin qu'ils viennent en Italie pour partir en France. Elle veut les garder chez elle, pas parce qu'elle est pro-migrante. Il n'y a plus que des vieux en Italie. Et donc les gens qui ont voté pour Mélanie disent, on s'est fait avoir, on a voté pour la Zemmour italienne, et du coup, on lui a donné des voix, et maintenant elle dit 452 000, un demi-million de personnes qu'on doit faire venir rapidement en Italie. Et donc, vous voyez, les logiques sont évidemment très individuelles. À un moment donné, quand Berlusconi avait régularisé massivement des migrants en Italie, pas parce que Berlusconi il était pro-migrant, sauf si elles sont jeunes et belles, c'était que il y avait exactement les mêmes problèmes. Et du coup, Sarkozy avait gueulé contre Berlusconi en disant « Tu donnes des papiers, après ils viennent chez nous ». Et Berlusconi lui avait dit « Ouais, mais attends, tu sais quoi? Toi, tu peux te la raconter. Avec 1,8 enfants par femme, vous avez une démographie, la France, machin. Nous, on a besoin de migrants. Donc, on ne pourra jamais avoir une politique européenne complètement harmonisée quand on n'a pas les mêmes économies, les mêmes besoins industriels, machin, et pas les mêmes démographies. » J'expliquais tout à l'heure à mes étudiants à S première année, la France, on est encore au-dessus des normes européennes en termes de démographie. Il y a plein de pays qui tirent la langue avec 1,2 enfants par femme. Ils ont besoin de migrants. Et eux, immigration choisie, ce n'est pas l'immigration de travail, c'est l'immigration familiale. Donc on ne peut pas parler de la même langue dans l'Europe tant qu'on n'a pas la même démographie.
Mais pardon. Du coup, moi, j'ai une vaste question que j'avais déjà posée à une intervenante qui parlait d'engagement. Où est la limite entre le légal et le légitime? Je vais imaginer ce que... Vous avez 2 heures. Hein. C'est l'épreuve de philo. Je vais imaginer ce que je vais dire. Lors du festival du film social, on a regardé l'histoire de Saint-Just, un squat à Marseille. Eh oui. Pour moi, c'est un devoir civique, au final, d'aider les gens. Je vais être travailleuse sociale, donc au final, je vais en faire mon métier. Attendez, validez votre diplôme, ça raconte. Ouais. Mais je l'aurai, c'est sûr et certain. Je mets un billet sur moi-même. Mais comment nous, humains, parce que très clairement, on est humain plus chez les travailleurs sociaux, où est la limite entre le fait, moi je ne me vois pas regarder un migrant, un mineur, qui est dans la détresse et lui dire je peux rien faire pour toi. Non, mais je le trouve inaudible et inacceptable. Donc où est la limite? Qu'est-ce qu'on risque aussi nous en tant que travailleurs sociaux si on aide plus qu'on ne devrait selon les lois de l'État? Alors moi je ne suis pas le seul pouvant répondre. Je pense que Geneviève a autant de compétences sur cette question que vous posez, qui est une question de fond, mais il y en a plein de gens ici, des travailleurs sociaux anciens, qui pourraient répondre à cette question éthique. Bon, simplement, première remarque, vous ne mettez pas en difficulté professionnellement. Pénalement, vous risquez rien, parce que l'aide au séjour des irréguliers, des gens qui le font dans un cadre professionnel, il n'y a pas de risque. Ceux sur lesquels on tombe, c'est des militants un peu engagés, genre Cédric Hiroux, la vallée de la Roya, qui disent moi je m'assieds sur les lois de la République. Quelqu'un qui, dans un cadre de travail social, aiderait quelqu'un. Alors si vous touchez un bac chiche, ça c'est autre chose. Là on bascule sur... mais si vous le faites de manière désintéressée, la difficulté ne va pas être avec la loi. La difficulté peut être avec l'institution, avec l'employeur. Donc ça dépend après de l'institution. Geneviève pourra peut-être compléter. L'institution qui vous emploie, est-ce qu'elle accepte? Parfois c'est l'ensemble de l'institution qui dit nous, comme institution, on refuse de foutre à la porte des gamins machin. Et puis parfois c'est pas l'institution. Et donc si vous vous sentez à un moment donné en difficulté parce que les consignes qui vous sont données sont gênantes, embarrassantes, je vais reprendre Sarkozy une fois dans ma vie. L'institution, tu l'aimes ou tu la quittes. Il n'a jamais dit ça, mais enfin, ça pourrait. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on vous donne des consignes qui vous font pousser des boutons parce que vous dites, moi, désolé, je ne travaille pas comme ça, excusez-moi de le dire, aujourd'hui, avec votre diplôme de travail social, il y a une telle pénurie de travailleurs sociaux, vous pouvez quand même un petit peu plus facilement aller frapper dans une autre porte, à une autre porte, où vous serez un peu plus à l'aise avec vos convictions, plutôt qu'avec des structures qui peuvent être un peu plus... bon. Mais ma réponse est peut-être parcellaire. Geneviève, peut-être que vous voulez là-dessus, puisque vous avez une expérience aussi du travail social beaucoup grande. Je ne suis pas travailleur social, personne n'est parfait, je suis que juriste. Non, mais moi, je suis totalement en accord avec la réponse qui vient d'être faite. Il est effectif qu'aujourd'hui, il y a des institutions qui ont le souci d'appliquer extrêmement rigoureusement la loi et qui donc vont mettre leurs travailleurs sociaux en situation de conflit interne entre engagement et militance. Donc, c'est à chacun, là, du coup, sans renvoyer à la responsabilité individuelle, mais c'est effectivement, il y a des dilemmes professionnels qui se posent tous les jours, et en particulier autour des questions qui sont évoquées ce soir, mais pas seulement. Mais je pense que ce champ de travail provoque plus que d'autres encore ces dilemmes. Relisez Max Weber sur l'éthique. Non, mais voilà, je pense que vous posez une question qui est absolument cruciale. Quand il y a des lois comme ça qui arrivent, à chaque fois, on se dit jusqu'où on va pouvoir résister. C'est plus facile pour nous qui sommes dans des associations qui, en plus, ne sont pas financées par l'État. Au passage, si vous voulez filer du fric aux justices, c'est le bienvenu. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas que le Gisti, la Ligue des droits de l'homme ou autre. Rappelez-vous la sortie d'Darmanin. Ces associations qui nous critiquent, on va regarder comment elles sont financées. Jamais la Ligue des droits de l'homme a eu autant d'argent que le jour où Darmanin a dit ça. Hein, du coup, il a servi de VRP pour la Ligue des droits de l'homme, Darmanin, en disant on va regarder leur financement. Donc là, CIMAD, le Gisti, etc. Il faut aider ces associations qui font ce combat-là et qui sont
moins en difficulté que si vous êtes dans une structure qui est sur des financements publics. Oui, et pour compléter, je pense que, enfin, pour moi, la question de l'accès au droit, c'est une question absolument centrale dans le travail social. C'est-à-dire que si on n'a pas une vision, une mission d'accès à la citoyenneté, l'accès à la citoyenneté, ça passe par les droits. Donc, quel que soit le champ dans lequel on est, c'est au cœur du travail social, la question de l'accès au droit. Mais après, je pense qu'on est de plus en plus amené, on a toujours été, mais de plus en plus amené à travailler en réseau avec toutes les associations qui peuvent être suppléées, soutenir des positions plus militantes. Et il faut jouer avec tout ça, quoi. Hein, y a beaucoup de jeux aussi à imaginer sans se sentir trop coincé. Moi, j'ai régulièrement des travailleurs sociaux qui contactent le GISTI en disant voilà, je ne devrais pas vous le dire, mais dans mon association, on me demande de faire ça, comment je peux me dépatouiller de tout ça? Donc, évidemment, ils sont en permanence confrontés à ces dilemmes-là. Mais vous ne mettez pas en difficulté professionnelle. Oui, question? Oui, merci. Ou remarque? Une remarque très courte et une question très courte aussi. Sur l'asile, bon, alors c'est quand même un morceau important de la loi, ouais, qui a été très peu touché par le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Moi, je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous, je ne suis pas sûr que ce soit neutre. Je crois plutôt que c'est vraiment une rupture historique, un truc vraiment important, et qui va évidemment pas dans le bon sens. Vous nous parliez de territorialisation, et en effet, ça permet de rapprocher les instances des demandeurs d'asile et des travailleurs sociaux. Moi, je travaille avec beaucoup de travailleurs sociaux en province, notamment, enfin partout en France, et je me posais la question de savoir quelle était votre lecture sur ces fameux pôles France Asile et la procédure d'introduction, je crois que ça s'appellera comme ça, devant l'OFPRA, immédiatement, c'est-à-dire au moment de l'enregistrement de la demande d'asile, sans que le demandeur ait pu travailler, enfin être accompagné par un travailleur social, alors que Darmanin nous dit qu'on va commencer à consigner les premières déclarations. Et pour avoir un peu mis les mains dedans pendant un certain nombre d'années, si on commence à consigner les déclarations d'un demandeur d'asile, il est certain qu'on va rapidement trouver des incohérences avec son récit de vie qui sera rédigé quelques 20 jours plus tard, enfin qui sera reçu par l'OFPRA 20 jours plus tard. Donc, d'une part, ça ne me paraît pas neutre, et surtout, je voulais votre analyse sur ce que ça fait au travailleur social une fois qu'il va se retrouver avec ce demandeur d'asile qui, en réalité, aura déjà fait des déclarations avec un interprète plus ou moins précis, dans la bonne langue ou pas, on s'en arrangera. Et comment ça va impacter la réalité des travailleurs en CADA, en UDA, etc. Non, je partage complètement. Alors, on pourra rentrer dans une discussion un peu technique. Je disais, mon propos n'était pas de dire que ce dispositif, la territorialisation en soi, on peut en discuter. Maintenant, à l'intérieur, effectivement, il y a l'accélération, on fait aussitôt sa demande qui est faite à l'arrache, et après, ça peut bloquer. Et puis, il y a la suppression accélérée des conditions matérielles d'accueil. La personne qui a quitté le CADA, avant, elle perdait les CMA. Là, c'est sa demande d'asile qui vole en éclats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a quitté la structure d'hébergement. C'est un motif, avant qui lui permettait, du moins qui faisait qu'il perdait ses droits sociaux. Maintenant, sa demande d'asile. Donc, on va être dans une espèce d'assignation à résidence. Donc, on pourrait lister une dizaine de points. Vous avez complètement raison sur l'asile, qui est un durcissement sans précédent. Mon seul point, c'était sur la territorialisation en soi, je ne suis pas un a priori comme ça, sauf l'égalité de traitement, mais oui, le point que vous évoquez est un sujet extrêmement inquiétant dans cette accélération d'une pré-demande en quelque sorte qui peut ensuite obérer la suite. Complètement. Voilà, on n'a pas le temps ici de rentrer sur cet aspect détaillé, mais on a un petit groupe asile au GISTI qui est en train de nous faire une petite note en mesurant tout l'impact que ça peut avoir sur l'accélération de ces procédures. Ok, on s'arrête là. C'est bon? Non, je ne sais pas s'il y avait une... Alors, il restait une question là. Gérald, es-tu dans la salle? Alors, une réaction. Une réaction ou une... Non, très rapidement, mais juste pour dire, voilà, pour raccrocher au thème de ta conférence, Christophe, quel impact pour le travail social? En fait, ça s'inscrit aussi, on l'a vu avec la retraite, en fait, avec une désinscription du gouvernement, de l'État, dans l'aide sociale de manière générale, en fait, parce qu'ils essayent de rogner partout où ils peuvent, et ils ont bien compris que l'immigration, c'est un sujet où ils vont avoir un certain soutien politique, notamment de la droite, et c'est historique, et de l'extrême droite qui grimpe.
Et donc, en fait, c'est très inquiétant d'un point de vue idéologique et éthique pour nous. Mais en fait, on voit bien que c'est une attaque aussi des droits sociaux de manière générale. En fait, ils attaquent partout où ils peuvent. Peut-être que ça peut être un mot de conclusion. On pourrait prouver facilement que les restrictions des droits dans l'histoire ont toujours commencé par les étrangers. Toujours commencé par les étrangers. Et si on accepte un certain nombre de trucs, on se réveille un beau matin avec l'ensemble des droits de tous. Quand on dit que pour le bénéficiaire de l'ASPA étranger, on va contrôler ses allers-retours avec les billets d'avion et le PNR, bah derrière, on va le contrôler sur d'autres, parce que si on accepte ça, voyez, donc là, vraiment, il y a quelque chose qui est un glissement sur le terrain des libertés fondamentales. Ça, vous savez, la carte de séjour, elle a été créée avant la carte d'identité. Enfin, j'aime bien, on m'a coupé le chic avec mon bras. C'est Gérald qui... non, c'est le monsieur là-haut, tout à l'heure, on parlait de reggae, mais là, il me coupe la musique. Voilà, donc non, ça, là-dessus, vraiment, c'est pas simplement les étrangers. Les étrangers, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire d'un certain nombre de restrictions de droits fondamentaux. Quand on raisonne, je vous ai dit tout à l'heure, sur il y a des fraudeurs, donc ils sont tous fraudeurs, ça, c'est dangereux pour l'ensemble des bénéficiaires de droits sociaux. Merci beaucoup. Donc on peut continuer à discuter autour d'un verre à la sortie. Et je vous invite aussi à soutenir notre BDE. Il y a un petit groupe de musique et un stand qui est tenu par eux. Voilà, merci.